Je détruirai absolument tout ce qui existe en France, sans exception. On est allé dans l'arrondissement et littéralement on sort de la bouche de métro et on a l'impression on venait de sortir. on va se faire agresser. C'était un sketch. Directement quoi. Vraiment un sketch. On aurait dit que tout était mis en scène quoi, vraiment. Et puis en plus ça avait pas l'air de faire semblant. Moi je pourrais carrément vivre avec une IA de moi-même, je pense qu'on s'entendrait hyper bien. Mais il n'y a pas que toi. Et là tu vois, en janvier je vais faire moins 50 000 euros tu vois. Même les gens sont friands d'humanité, d'âme, de vérité. Ouais. Moi j'en ai rien à cirer, mais eux ils adorent. Donc servons aux gueux de l'âme et de la vérité et laissez-moi mon intelligence artificielle. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre-deux. Je suis ravi de vous accueillir avec Louis ici présent. Louis, comment vas-tu ? Ça va très bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un peu particulier. On tourne pas le soir. D'habitude on tourne le soir tous les deux. Ça change d'ambiance, ouais. Ça change d'ambiance complètement. Puis d'autant plus qu'on est entre Noël et le Nouvel An. Alors du coup, il faudrait commencer peut-être le podcast en souhaitant la bonne année à nos auditeurs parce que ça va sortir en 2024 là. Du coup, ça sortira quelques jours après le Nouvel An. Donc très bonne année à tout le monde. Est-ce que c'est une gigantesque perche tendue pour pouvoir parler des bonnes résolutions ? Qu'est-ce que t'en dis ? Parce que là, je pense que là quand même, on a vraiment la porte est ouverte. On peut vraiment s'engouffrer dedans. Et je peux te demander, Louis, directement ce que tu penses des bonnes résolutions, si tu as un avis disruptif ou si tu penses, comme tous les entrepreneurs, que les bonnes résolutions, c'est pas bien parce que les gens les tiennent pas et donc c'est nul, etc. Ouais, je sais. Mais alors, avant ça, juste petite chose, petit préambule. Juste parce que c'est vrai qu'on fait un certain nombre d'annonces à la fin, souvent, des podcasts. Et en fait, je pense que ça sert passablement à rien. Et je te propose de batcher toutes ces annonces maintenant, là, tout de suite. Donc, je vais m'adresser aux gens qui nous écoutent. La première chose, c'est qu'on aimerait avoir une rubrique où on parle avec vous. Mais pour qu'on puisse parler avec vous, il faut que vous nous posiez des questions. Et il se trouve qu'en général, on vous demande de nous poser des questions au bout d'1h15 de podcast. Et donc, je pense que on n'a pas de questions principalement pour cette raison-là. Mais là, du coup, j'en profite. Vous écoutez le podcast depuis environ 2 minutes. Donc, allez-y. Il y aura une rubrique dans tous les épisodes avec des questions, avec vos questions. On y répondra, que ce soit que pour Louis, que pour moi ou pour nous deux. Ça peut être ce que vous voulez. Sur les sujets que vous voulez, je pense que ce sera essentiellement des sujets business, mais ça peut être un petit peu n'importe quoi, de toute façon. Donc allez-y, posez des questions n'importe où parce que comme le podcast est relativement petit, on la verra votre question de toute façon. Ouais. Donc posez votre question sur YouTube principalement, je pense, mais après si vous trouvez un autre endroit, alors trouvez pas un endroit obscur, YouTube c'est très bien. Allez sur YouTube et posez vos questions ici et dès qu'il y a une première et une deuxième question, on les prendra. Et là en plus comme il n'y a personne qui pose de questions parce que le podcast est encore tout petit et on est en petit comité, si vous posez une question, vous pouvez être absolument certain qu'elle passera dans le podcast. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour vous aussi. Donc ça c'est la première annonce, les questions. La deuxième annonce, c'est évidemment les évaluations Apple Podcast qui sont quand même super importantes. Donc là l'idée c'est quand même que vous soyez au moins 2, 3, 4, 5 parce que vous êtes plus que ça à écouter le podcast quand même. Donc juste une petite poignée déjà, ou si vous prenez le temps d'aller sur Apple Podcast, je suis sûr qu'il y a une partie d'entre vous, ils ont des iPhones, donc profitez-en. Je pense que c'est pas long, Louis, on est d'accord, ça prend quelques minutes à peine. Ça prend à peine quelques minutes, voire quelques secondes si vous êtes, si vous avez un semblant de compétence intellectuelle, et je suis persuadé que c'est le cas. Donc ce qu'on fait là, c'est que maintenant tout de suite vous vous arrêtez, vous n'entendez pas la fin de ma seconde phrase. Et vous allez laisser votre avis parce qu'il faut le savoir, Alexis, il faut le savoir, il y a quelque chose de très très important. On comprend beaucoup mieux le podcast quand on l'a bien noté sur les plateformes. Moi, on m'a fait ce retour, je trouve ça magnifique. On comprend mieux, tout est plus clair. Puis ça a plein d'effets bénéfiques sur la santé. Ouais. En général, ça a tendance à rajouter 15 à 20 points de QI, ce qui n'est pas négligeable quand même. Moi, je prends. Non, c'est pas négligeable. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça augmente le taux de conversion. Je trouve sur tout ce que vous faites dans la vie en général, que ce soit des pages de vente, avec les femmes, avec les femmes avec aussi, les boutiques e-commerce, voilà, avec tout ce que vous tentez dans la vie. Il y a le fait de réussir ce qu'on tente dans la vie, quoi que ce soit, et donc on pourrait tout mesurer en taux de conversion. Et en fait, il se trouve que laisser un avis sur ce podcast, sur Apple Podcast, ça augmente le taux de conversion de tout. Donc voilà. Prenez le temps, s'il vous plaît, juste pour certaines personnes parmi vous, 2, 3, 4, si ça vous plaît le podcast, allez laisser un avis, ça peut être vraiment, c'est très 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 utile pour nous, ça fait absolument toute la différence pour un podcast. Et là-dessus, j'ai pas d'autres annonces à faire. Tu as d'autres petites annonces ou on rentre Non. Simplement, en résumé, si vous voulez conclure un jour dans votre vie, eh bien, il va falloir noter ce podcast, tout simplement. Exactement. Et sur ce, Louis, est-ce que tu... Alors, on est avant le Nouvel An, donc du coup, nous, on est juste avant. C'est pas grave, on va faire semblant.
est-ce que tu vas prendre ou est-ce que tu as pris de bonnes résolutions pour cette année 2024? Et est-ce que tu prends des bonnes résolutions de manière générale tous les ans? Ok, alors, spécialement cette année, non. J'en ai absolument pas pris, j'ai pas prévu d'en prendre. J'aime pas trop les appeler bonnes résolutions à cause du fait que ce soit un peu galvaudé, justement. Moi, je les prends à ce moment-là de l'année, tout simplement parce que c'est le moment de l'année où je fais mon bilan. C'est le moment de l'année où même quand je prends pas de vacances, je fais en général une pause où je ralentis fortement. Cette semaine, en fait, la semaine où on tourne ce podcast, là, je suis vraiment au ralenti au niveau travail. Ouais. Je dois bosser 2 heures par jour, quoi, maximum. D'autant plus que j'ai pas mal de petits trucs à gérer par mail, etc. en ce moment. Donc, c'est ce que... Voilà, j'ai des petites choses en ce moment, mais c'est que 2-3 heures par jour seulement. Donc, c'est le moment où je fais un peu le bilan, où je prévois un peu ce que va être mon année. C'est pas forcément le fait de prendre des résolutions qui me plaît, c'est le fait de, à un moment, faire le bilan et éventuellement aiguiller le futur. Maintenant, les années précédentes, j'ai pris ce qu'on va vulgairement ensemble appeler des résolutions. Moi, je trouve pas ça si négatif que ça, parce que moi, je suis de l'équipe de ceux qui ont tendance à les tenir. Donc forcément, je préfère ça. Je le vis beaucoup mieux que ceux qui les tiennent pas. Ça paraît logique. Ça me fait penser à une expression d'une amie qu'elle utilise souvent. Elle dit l'humilité est au sous-sol. J'adore. Du coup, j'aime bien cette expression. Maintenant, j'y pense régulièrement. Là, je me suis directement dit, alors là, l'humilité est au sous-sol direct, quoi, ou à la cave, comme tu préfères. Non, alors oui, mais alors évidemment, il y a une petite nuance. Si je tiens la plupart de mes résolutions, c'est qu'elles sont bien pensées et réfléchies. Et puis je charrie en plus. Je veux dire, après tout, si c'est vrai, tu peux le dire. Oui, alors si c'est vrai. Alors il y en a certaines que je tiens pas. Il y en a une que j'ai pas tenue cette année. En tout cas, pas très bien tenue. Ça, c'est pas top. Mais globalement, je les tiens bien parce que je les choisis bien aussi. Forcément, ça facilite. Je pourrais avoir un taux de 100% si je disais que... Enfin, si je prenais que les trucs évidents que je vais faire. Mais donc voilà. Non, je suis pas contre. Je trouve même ça plutôt pas mal pour certaines personnes qui ont besoin de se motiver, d'écrire dans un petit carnet, tu vois. Et de se mettre des dates pour commencer des choses tant qu'il n'y a pas de date pour les terminer. Et toi, c'est quoi ton... Toi, je sais que je crois savoir que les résolutions, c'est pas quelque chose qui te dérange, au contraire. Non, pas du tout. Au contraire, moi je pense qu'on a tendance même à inverser la flèche de causalité. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui ont l'air de penser que du coup, parce que tu prends des bonnes résolutions au nouvel an, ça va pas marcher. Mais c'est pas ce qui se passe exactement. En fait, la vérité, c'est qu'il y a tellement de gens qui prennent de bonnes résolutions au nouvel an que statistiquement, sur une population entière, ça fait qu'il y a aussi plein de résolutions qui sont positives dans la vie des gens et qui sont tenues. Et même s'il y a 90% d'échecs, il faut peut-être se concentrer sur les 10% de succès que les gens peuvent avoir. Et moi, je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait un élan général à vouloir prendre des bonnes résolutions et à améliorer sa vie. C'est bien que ce soit ancré culturellement, qu'il y ait un élément du calendrier qui pousse les gens à faire en sorte d'avoir une vie meilleure, peu importe sur quel aspect. Professionnel, personnel, santé, souvent ça va être je vais perdre du poids ou au contraire je vais prendre du poids ou je vais faire plus attention à ce que je mange ou je vais apprendre une langue ou je vais me coucher plus tôt, c'est des trucs comme ça, tu vois. Et bien sûr, il y a 90% d'échecs, mais il y a quand même 10% de succès. Et s'il n'y avait pas ce truc-là ancré culturellement de la nouvelle année et des bonnes résolutions, il y aurait des tas de gens qui prendraient juste pas forcément ces résolutions-là. Je pense qu'en tout cas il y en aurait beaucoup moins. Et puis c'est vrai que comme on est un animal qui est très rituel, je trouve que c'est bien d'avoir cet élan général et d'avoir ce côté reset de l'année, tu vois, on redémarre à zéro. Et donc c'est le moment parfait où on a l'impression que le compteur est à zéro de quelque chose. C'est juste, on sait pas quoi, c'est le calendrier, c'est les jours, voilà, c'est le premier jour de l'année, compteur à zéro. Donc là cette année ça va être différent. Et comme on aime bien raconter, on a tous envie de raconter de belles histoires de notre vie, tu vois. Et notre vie, elle sonne mieux quand ça coïncide au calendrier. Si on a pris une décision par rapport à telle année et qu'on dit oui, en 2024, j'ai fait ci, en 2025, j'ai fait ça, tu n'as jamais envie de dire le 25 avril 2018, c'est passé ça dans ma vie. Non, tu as envie de dire en 2018, c'est passé ça dans ma vie. 2018, Donc, c'est plus facile, je trouve, peut-être pour plein de gens d'avoir ce truc de je commence le 1er janvier. Et je trouve que c'est une bonne opportunité. Et il y a un truc aussi pour nous qui sommes entrepreneurs, c'est que chaque année se suit mais ne se ressemble pas. C'est quand même très différent d'être dans tes 3 premières années, par exemple, dans ton CDI, tu travailles dans une banque en tant que conseiller bancaire. J'ai des gens proches de moi qui sont dans cette situation et ils sont très satisfaits, mais on voit que c'est quand même beaucoup plus routinier, procédural
procéduriel, et surtout, ça se répète, quoi. Il se passe un peu les mêmes choses d'année en année. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'il y a une petite montée en compétences, une montée en expertise, et du coup, on passe à un poste au-dessus. Mais nous, c'est littéralement d'année en année que ça évolue, que ça progresse, que ça monte. Donc forcément, le fait de prendre des résolutions, ça a du sens, parce qu'il va se passer d'autres choses, c'est certain. Donc je trouve ça pertinent. Puis ça fait ce qu'on appellerait, je pense, en PNL, en dev perso, on appelle ça un pattern interrupt aussi. Ça crée quelque chose de, voilà, il y a de la nouveauté, il y a un nouvel élan et tout, donc je trouve que ça fonctionne bien. Après, une fois que j'ai dit tout ça, est-ce que vraiment je me rappelle de mes bonnes résolutions de l'année dernière? Pas du tout. Ah, ok. Je ne sais absolument pas ce que j'ai décidé. J'ai probablement rien décidé parce qu'il y a eu des tonnes d'années où j'ai pas spécialement pris de bonnes résolutions. Je dis que j'aime bien ça et que je valide que les gens essayent de prendre des bonnes résolutions. Ça veut pas dire que je le fais forcément. Mais moi j'ai une façon différente alors on peut en parler rapidement. J'ai une façon différente de gérer mes objectifs sur un laps de temps. Alors je suis pas sûr, je crois que c'est 3 mois ou 6 mois, où je suis pas sûr de ce que je fais là en ce moment, parce que je crois que ça a changé à un moment de l'échelle. En fait, ce que je fais, il y a plusieurs années, pendant un mariage, j'ai récupéré une petite boîte en carton qui était sur la table là où je mangeais, qui était de la déco. Il y avait des dragées, des trucs comme ça à l'intérieur. Et c'était une jolie petite boîte qui rappelait un peu le voyage. Ça fait un peu valise avec un petit peu de marron, avec une espèce de valise où tu partiras en voyage avec à l'autre bout du monde et tout. Une petite boîte en carton toute simple que je trouvais très sympa. On est parti avec complètement par hasard. Et en fait, cette boîte, il se trouve que maintenant, on l'utilise tout le temps pour mettre nos objectifs dedans. Depuis plusieurs années, on garde cette petite boîte et tous les X mois, on met des petits bouts de papier à l'intérieur où on marque nos objectifs avec Rachel. Donc, il y a X petits bouts de papier et ensuite, on les met dans cette boîte et on dit cette boîte, on la rouvre ensemble dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Ce qui est super intéressant par rapport aux bonnes résolutions classiques, c'est qu'on matérialise nos objectifs et donc, on se rend compte de ce qu'on n'a pas tenu. Et en fait, souvent avec les bonnes résolutions, il n'y a pas beaucoup d'essais-erreurs. En fait, il y a juste erreur, parce que tu te rends même pas compte tu te rappelles même pas des bonnes résolutions que tu as prises, tu vois. Ouais. Et là, la différence, c'est que comme au bout de quelques mois, tu rouvres cette boîte et tu regardes les objectifs que tu as notés dedans, eh bien en fait, tu es vraiment face à tes erreurs et tu peux apprendre plus facilement. C'est-à-dire, tu te dis, putain, mais je me rappelle même pas des objectifs que j'avais écrits dans cette boîte il y a 6 mois en arrière. Ça peut être la première chose. Deuxième chose, pourquoi il y a 10 bouts de papier dans cette boîte? Il devrait y en avoir que 2 ou 3. Et on peut repérer comme ça toutes les erreurs qu'on fait et progresser au fur et à mesure sur comment on se fixe des objectifs. C'est ce qui est arrivé avec cette petite astuce, là, ce qu'on fait avec la petite boîte. Au fil du temps, on mettait de moins en moins de bouts de papier dedans. Au début, il y en avait 50 000 sur tous les plans possibles et imaginables de la vie. Et petit à petit, on est passé à 2, 3, maximum 4 bouts de papier, avec un bout de papier pro, un bout de papier santé sport, un bout de papier langue éventuellement. Et tu vois, il n'y avait pas grand-chose, juste 3, 4 bouts de papier comme ça. Et c'est des bouts de papier qui sont communs ou perso? Perso, on a chacun notre petite boîte et on a chacun nos petits objectifs comme ça et on l'ouvre et c'est un moment un peu solennel à chaque fois qu'on ouvre la boîte parce que c'est vrai qu'on se rappelle pas toujours, je pense que vous vous rendez même pas compte vous-même à quel point vous oubliez vos objectifs en permanence que vous fixez tous les mois parce qu'on est tous comme ça et du coup c'est un moment un peu théâtral, tu vois, on ouvre la boîte et on découvre ce qu'il y a dedans, on a l'impression qu'à chaque fois on va découvrir un trésor, le nous d'il y a 6 mois, qu'est-ce qu'il voulait dans la vie, tu vois. Et il se passe ça mais je pense que c'est tous les 6 mois maintenant. À un moment, je crois qu'on faisait tous les 3-4 mois. Et là, je crois qu'on le fait juste 2 fois dans l'année. Un truc comme ça. Donc ça, c'est la manière dont on se fixe. Je dis pas que c'est le truc central de ma vie qui fait que je fixe mes objectifs comme ça de manière générale. Juste, on joue à ce jeu-là depuis plusieurs années. Ça me réussit plutôt bien. C'est très agréable. Vous pouvez le faire très facilement. Hein. Vous n'avez pas besoin de récupérer une petite boîte à un mariage. Voilà. Enfin, juste notez sur un petit bout de papier. Mettez ça dans une petite tirelire cochon où vous voulez. Et puis, rouvrez cette boîte dans 3 mois, 4 mois, 6 mois et voyez ce qui se passe. Et ensuite, recommencez 2, 3, 4, 5 fois. Et je pense que ça va vraiment améliorer votre prise de décision, enfin la manière dont vous fixez les objectifs. Et ça va vous permettre de faire de meilleurs choix, je pense. Ouais, c'est assez intéressant, effectivement. De prioriser, quoi. J'aurais pas pensé à le faire comme ça. Moi, je crois que ça fait plusieurs années qu'on le fait et ça marche très très bien. Vraiment, c'est très cool. Et plus le temps passait, plus on avait tendance à réellement réussir à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés sur les papiers par rapport au début quand on le faisait. Au début, c'était n'importe quoi et on avait 90% d'échecs. Et plus le temps passait, moins on avait de papier et plus on était concentré sur les quelques objectifs qu'on avait mis, plus c'était réaliste, atteignable, plus on les atteignait et plus on était satisfait et on se disait qu'on avançait dans la bonne direction. Et on le fait toujours. Là, il se trouve que va falloir les ouvrir dans quelques jours. Puisque c'est la fin de l'année. Ah, ok. Donc, on va le faire là d'ici la fin de l'année. Et tu te rappelles de ce qu'il y a dedans?
Oui, alors du coup, pour la partie pro, non, je suis pas sûr de ce que j'ai mis parce que je sais pas à quel point ça impliquait ce que je fais actuellement ou pas, la startup sur laquelle je bosse. Je sais pas trop, comme c'était il y a 6 mois, je me dis à quel point j'ai mis des trucs par rapport à ça, donc j'avoue que je suis pas sûr. Il y a 6 mois, tu étais déjà dedans, tu m'as déjà fait la J'étais démo et dedans, tout. le développement avait commencé. Mais qu'est-ce que j'ai mis par rapport à ça? Je suis pas sûr du tout. Je me rappelle pas du tout du pro. Pour le reste, oui, je m'en rappelle. Objectif de santé, objectif de langue. La langue, c'était juste vraiment progresser en anglais. Clairement, juste progresser en anglais, notamment un objectif que je ne vais malheureusement pas atteindre. Mais je pense que ça va, c'est pour les bonnes raisons. Je suis pas, ça me tracasse pas. Un nombre de mots, tu sais, je mets des mots dans une application C'est un sujet aussi, pour ça. entraîner mes mots et tout. C'est un gros sujet aussi, ça, d'être à l'aise avec le fait de manquer ses objectifs. Mais faut savoir pourquoi tu les manques. Est-ce que je pense qu'il peut y Bien avoir sûr. les bonnes ou les mauvaises raisons pour lesquelles tu manques tes objectifs. Évidemment. Et en Mais il y fait, a si des j'ai gens- manqué l'objectif, mais que j'ai quand même avancé vers lui, en fait, du coup, je suis plutôt à l'aise parce que je sais que j'ai progressé. Même si j'ai fait 33% du chemin, un tiers, j'avance quand même. Voilà, moi, c'est ça qui m'importe. C'est Ouais. 1%, progresser 1% tous les jours, tu vois. Moi, j'ai fait partie de cette catégorie de personnes où, quelle que soit la raison, si je m'étais dit quelque chose et que je ne l'ai pas fait, c'est la fin du monde. C'est mon monde s'effondre, je dois me flageller, je dois me punir et je dois durcir encore plus mon quotidien et avoir un objectif encore plus élevé que celui que j'ai échoué pour pouvoir encore plus progresser et être meilleur, m'octroyer moins de plaisir et faire que des choses encore plus difficiles. Je suis un peu en train de relativiser tout ça, un petit peu seulement, mais j'ai fait partie de cette catégorie de personnes et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a plein de gens où enfin, même un moi, objectif échoué, c'est je la ressens un peu ce que tu dis, enfin, ce que tu expliques. Je pense qu'on est câblé comme ça aussi. Le but, si on se fait des objectifs, c'est quand même pour aller les chercher. Et après, on fait un travail sur soi. Mais le travail sur soi, il faut pas non plus qu'il soit trop relax, trop détente, tu vois. Ouais, j'atteins jamais mes objectifs, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas non plus le but, tu vois. On se met des objectifs, Bien c'est sûr. quand même pour les atteindre. Donc, dans une certaine mesure, je ressens quand même ce que tu ressens, quoi. Ouais, je comprends. Ça me fait penser à. Moi, j'ai l'impression de voir de plus en plus de gens dans le business en ligne qui commencent à annoncer des objectifs et qui sont à l'aise avec le fait de pas forcément les atteindre ou voilà, même ils désamorcent dès le début. Ils annoncent un objectif oui. et après ils disent alors je sais pas Documenter, si je vais le vlogger et faire. tout, tu veux dire. Ouais. Par exemple. Je pense à 2 personnes, mais je pense que la deuxième personne s'est inspirée de la première. La première que j'ai vue qui fait ça, c'est Margot Cunego. Oui. Ouais, je pense à elle aussi. Qui fait que annoncer des objectifs au fur et à mesure. C'est très honorable parce qu'effectivement, je ne sais pas si j'aurais osé faire ça à un moment ou à un autre parce que tu prends des risques entre guillemets en termes de crédibilité. Après, elle, c'est pas le cas puisque elle coche les cases au fur et à mesure. Mais ça a l'air d'aller pour elle. Oui, il n'y a pas l'air de, tu vois, c'est une espèce d'escalier un peu doux quoi finalement. En tout cas d'un point de vue extérieur évidemment. D'un point de vue extérieur. Et l'autre qui vient de faire ça, il s'est peut-être inspiré d'elle aussi, c'est Antoine Blanco. Je pense que c'est inspiré d'elle. Je pense que c'est en partie inspiré d'elle, mais en tout cas, je trouve que c'est un truc intéressant d'annoncer, Je sais qu'il y a des gens qui font ça dans d'autres choses que le business en ligne. C'est ce que j'allais te demander, c'est quels exemples tu as en dehors de... Ah oui, non, mais même une thématique de sport et de dire, regardez, je vais prendre 10 kilos de muscle en 6 mois. Exactement. Sport, moi, j'ai quelqu'un de proche de moi qui l'a fait avec l'arrêt du tabac. D'accord. Et qui, le jour 1, il nous a tous prévenus qu'il allait arrêter de fumer. Et donc, du coup, forcément, tu vois, ça crée un espèce d'effet où il y a une attente générale. C'est un peu la même chose avec le business en ligne ou avec le sport ou avec la santé, etc. Mais c'est un moyen aussi de se mettre la pression. Moi, c'est un moyen de ça, du coup, de dire j'annonce mes objectifs publiquement, comme ça me met une pression. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ils ont raison. C'est vrai que ça met la pression qu'ils recherchent dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, ils ont de toute façon raison. Après, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous d'accord sur la méthode, sur Enfin, il y a des gens qui sont très mal à l'aise à l'idée de faire ça parce qu'ils se disent, en fait, d'abord je fais et après je monte, tu vois. Et ils n'ont pas envie de parler d'un truc. Et du coup, en même temps, je me dis ça les aide à atteindre leurs objectifs, quoi. C'est vrai que c'est intéressant le côté pression des pairs, de l'audience et tout. Je trouve que ça doit être plutôt efficace. Je pense que c'est plutôt efficace. Moi, professionnellement, je ne suis pas encore du tout prêt à le faire. Je ne me sens pas à l'aise avec le fait de le faire. Peut-être aussi parce que je ne suis pas assez structuré, je n'ai pas assez de vision sur ce que je vais faire dans 2 mois, dans 6 mois, etc. C'est encore le début, donc là pour l'instant, c'est pas à pas. Par contre, dans la vie perso, c'est carrément un truc que je fais très souvent. Très très souvent, parce que ça marche très bien sur moi en fait. T'as un exemple
Ouais, la reprise du sport. La reprise du sport, carrément. Une de mes résolutions. Là tu reprends là. Du coup, ça fait vraiment, vraiment bonne résolution là. Du coup, je reprends le sport. Non, oui, c'est vrai. Alors, j'ai un passif avec le sport quand même. J'ai fait beaucoup de sport de mes 15 à mes 20 ans. De mes 15 à mes 20 ans, j'ai fait beaucoup de sport. Enfin, non, pas différent. Mais j'ai pris beaucoup de poids, j'ai fait beaucoup de sport. Ça me plaisait énormément. C'était dans mon quotidien vraiment normalement. Le confinement a fait que j'ai complètement arrêté. Au même moment, j'ai commencé à faire du business en ligne. Enfin non, j'ai commencé un peu avant. Mais j'ai commencé à vraiment m'y mettre à plein temps. Début 2019. Et ensuite, ça a un peu traîné jusqu'à 2020. Et en 2020, du coup, j'ai tout arrêté pour me lancer à fond, arrêter la fac et tout. Et du coup, de 2020 à début 2023, globalement, il n'y a pas eu de sport, quoi, ou très très peu. Enfin, vraiment, même pas du tout pendant au moins 2 ans, peut-être. Et du coup, là, une de mes résolutions de l'année dernière, c'était de m'y remettre. Je me suis bien remis les 6, 7, 8 premiers mois de l'année. Il y a eu une grosse pause là depuis 2 mois et quelques. Mais là, ça fait 2 semaines que c'est repris à fond et j'ai Charge de repris autant de travail, plaisir c'était qu'avant. trop de boulot Ouais. et t'as priorisé trop de le boulot, boulot. quoi. Exactement. Et aussi, prioriser le boulot, mauvaise gestion des blocs de ce qu'il fallait que je fasse dans mes journées, dans mes semaines, etc. aussi. Et surtout la tête dans le guidon en se disant je prends pas de pause, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Et donc du coup, pas de sport, mais en fait ça manquait carrément. Ok. Et du coup là, tu veux nous parler de tes bonnes résolutions ou... J'en ai pas moi pour cette année. J'en ai pas parce que je suis dans le flou en fait sur ce que je vais faire. J'ai pas une bonne résolution. T'aurais pu avoir des trucs un peu santé perso quoi, en dehors de parce que t'es pas dans le flou sur tous les plans de ta vie. Je suis pas dans le flou sur tous les plans. Au niveau santé et perso, je veux juste continuer le sport et enfin ça va pas. T'as pas besoin d'une bonne résolution. J'ai même pas besoin. Ouais, j'ai même pas besoin de le dire à haute voix. Pour moi, ça y est, c'est revenu dans ma vie et c'est un bonheur. Mais après, il y a un truc. J'ai un objectif. Enfin, c'est pas un objectif. C'est quelque chose qui va se faire en 2024. C'est qu'en 2024, je déménage. Je change de pays. Je change de continent. Ah ouais. C'est vrai. Oui. Oui, tout à fait. C'est fou. C'est fou. Tu vas nous dire où alors? Eh ben oui. Je vais à Kuala Lumpur. Non, c'est faux. non, ça pourrait. C'est pas le pire ça pourrait endroit. carrément. C'est pas le meilleur. Non. J'ai cherché un endroit où vraiment les gens allaient se dire quoi. Ouais, Kuala Lumpur, du coup, c'était encore mais ça va Kuala Lumpur. Ça va Kuala Lumpur. Non, mais j'avais peur de blesser des gens en disant une ville. Je vois une ville où vraiment, dans mon air, je l'aurais dit en mode ça, c'est nul, mais j'y vais quand même. Non, je rigole évidemment. Non, mais effectivement, ça aurait pu être Kuala Lumpur, c'est pas le cas. Mais là, ça y est, je suis dans les démarches. J'ai commencé les démarches, j'ai commencé à dépenser l'argent que j'avais mis de côté pour ça aussi, pour déménager. Et c'est vrai que ça peut être un sujet intéressant pour déménager à Dubaï. Ouais. Durant la première moitié, ou en tout cas le milieu de l'année 2024. Ce qui sonne donc la fin de ce podcast vers milieu 2024. Vous voyez que ce sera un podcast court, vous aurez le temps d'avoir bonne saison. Et puis ensuite, ce sera comme toutes les bonnes œuvres, hein, ça a une fin, c'est pour ça qu'on l'apprécie. Tu vois. Donc voilà, mi-2024, la fin du podcast. On l'anticipe déjà. Fin de l'amitié Alexis Louis aussi. Non, évidemment que non. Ça sera un plaisir de continuer ce podcast à distance ou pas à distance, suivant tes projets à toi. Certes. Alors pour donner un maximum de contexte aux gens, parce que ça peut être intéressant. Déjà, il y a Dubaï dans quelques semaines. Donc tout à fait. Voilà, c'est juste pour le dire. Toi notamment parce que ensemble dans quelques semaines. On part à Dubaï ensemble. Toi, tu vas faire du repérage, mine de rien quand même, pour vérifier et t'assurer que la ville te plaît. Ouais. Tu n'en as pas l'ombre d'un doute, mais c'est quand même bien d'aller s'en assurer. Et puis moi, du coup, effectivement, pareil, je te rejoins pour une petite semaine à Dubaï. C'est aussi pour voir la ville, pour voir l'atmosphère. Pour voir la qualité de l'air, la qualité de l'eau, tous les trucs horribles. Non, mais pour voir tous plus les trucs qui sont en train de la qualité de Dubaï. Voilà. Oui, là j'ai envoyé des pics gratuits, des balles perdues sur les pires trucs de Dubaï, je pense. Ça ne fait que très peu d'ombre, j'imagine, aux immenses qualités de la ville, sans doute. Mais je le découvrirai en janvier pour qu'on part une petite semaine ensemble. J'ai eu des cheveux qui se sont
hérissé très récemment à Noël quand j'ai dit que j'allais y déménager. J'ai déjà fait attention à pas le dire à tout le monde. Il y avait des gens dans mon entourage, ma famille, à qui je savais, il fallait surtout pas que j'en parle. Ouais. Et même à certains où je pensais que ça passerait bien, il y en a où c'est pas du tout passé. Plein de gens ont encore les a priori que moi je pouvais avoir en fait il y a quelques années sur cette ville. Plein de gens n'ont pas du tout bougé sur ça. Moi aussi j'avais plein d'a priori. Permets-moi de te challenger alors, dans ce cas, parce que je pense que ça peut être vraiment Avec intéressant. plaisir. Et puis s'il y a des moments Avec plaisir. super gênants, on coupera, c'est pas grave. Rien ne sera coupé. La première question, je vais vraiment commencer plus soft. La première chose, c'est est-ce que il n'y a pas de nature à Dubaï? Il n'y a pas de nature, tout est artificiel. Et on est en plein désert, ils ont juste construit un truc avec l'argent du pétrole. Et tout est artificiel et du coup, tu n'as pas un seul arbre, une seule plante à Dubaï. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ça, c'est complètement faux, en fait. Dans Dubaï, il y a des parcs. Dans Dubaï, il y a des espaces verts. Ils sont pas... c'est pas en plein désert, Dubaï? Alors, c'est en plein désert, mais comme toute grande technologie du 21e siècle, on arrive quand même à refaire des trucs à peu près sympas. Et surtout, je crois qu'ils sont en train de bosser sur un gros parc vraiment. Ouais, j'y vais. Ouais, t'y allais, ok, ouais. Et surtout, le principal intérêt de Dubaï, vraiment la chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que certes, Dubaï, quand on creuse vraiment, et même parfois on n'a pas besoin de creuser, Dubaï a des défauts. Ça, c'est vrai. Mais il y a une image que j'adore. C'est que Dubaï est en croissance. C'est une ville et une région du monde qui est en train de progresser sur tous les aspects qu'on peut imaginer. Oui, les droits de l'homme, mais oui aussi l'environnement, oui la pollution, voilà, toutes ces choses-là, c'est une région et une ville. Faudra creuser quand même. Quand tu dis oui les droits de l'homme, il faudrait voir de quoi tu parles. À quoi tu fais référence quand tu dis ça? Ça aurait été l'une de mes questions les plus... tu vois, je peux te la jeter au visage tout de suite. Qu'en est-il des droits de l'homme? Et moi, j'ai souvent entendu dire qu'à Dubaï, les gens meurent pour qu'on construise des habitations là-bas. Oui, et on construit les bâtiments sur leurs cadavres. Oui, non, ça c'est... Non, j'exagère, mais en vrai, c'est quand même un truc qui revient souvent. Que les gens c'est un truc qui meurent. revient souvent. Le storytelling est magnifique, je trouve. Moi, je me suis jamais renseigné. Là, il y a toujours un moment où je me suis dit, attends, il faudrait quand même que je regarde pour me dire... j'ai envie d'avoir un niveau d'information correct sur ce sujet, en fait. Le problème de ce niveau d'information, c'est qu'en fait... en fonction de là où tu vas le chercher, les sons de cloche seront différents. Donc, toi et moi, et surtout toi, on est adeptes dans ce cas-là de l'entre-deux. Surtout toi en l'occurrence, moins moi, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à être de l'équipe. Cette information me plaît, donc elle est vraie. Mais globalement, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a eu certains événements, certains chantiers, certaines choses, comme dans beaucoup de zones tumultueuses du monde. Il y a forcément, il se s'est passé des choses effectivement. Maintenant, Dubaï. Il y a deux choses à bien comprendre. La première, c'est cet objectif de croissance, de progression sur plein de sujets, plein d'aspects, plein de domaines qui sont des domaines importants aussi pour s'installer. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est une question d'image. Ils veulent soigner leur image plus que n'importe quel pays du monde. C'est aussi le cas juste à côté de l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de redorer leur blason et moi je suis friand en fait de rédemption et de ce qu'ils sont en train de faire chacun de leur côté. J'aime beaucoup ça parce que du coup ils peuvent voir ce qui ne fonctionne pas ailleurs et faire ce qui va au mieux fonctionner d'après eux en tout cas chez eux. Donc effectivement, on peut toujours entendre que... j'entends des trucs, quand je dis que je vais y déménager, j'entends des trucs incroyables. J'entends qu'une femme ne peut pas se balader toute seule dans la rue. J'entends qu'une femme doit porter la burqa. C'est très, très courant. C'est vrai que pour en avoir parlé, pour avoir parlé un peu de Dubaï avec des amis ou de la famille récemment, les idées qui traînent le plus, ça va être effectivement que en fait, on est vraiment en sécurité. Ça, oui, les gens sont au courant, mais pourquoi? Parce que tu peux pas lever le petit doigt, tu peux pas parler plus fort que les autres, tu peux rien faire. Enfin, t'es vraiment... très fliqué, très surveillé. Si tu fais le moindre truc par inadvertance et on te coupe la main et 10 ans de prison. Il y a vraiment ce truc très... Alors qu'en fait, moi, les images que j'ai de Dubaï aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un endroit qui est quand même très, très libre et ouvert en réalité par rapport aux attentes qu'ont les gens. Tu ne vas pas être libre et ouvert sur tout, mais je veux dire, il y a des sujets qui ne sont pas des sujets en fait. C'est juste la qualité de vie que tu veux, elle est à Dubaï, quoi. Globalement, c'est ça, j'ai l'impression. C'est ça. Et surtout, les gens ont un peu quand même... l'air d'oublier ce truc de... Alors oui, peut-être que les peines globalement sont plus lourdes,
mais on va pas te couper la main, quoi. En fait, c'est ça on n'est pas au 11e siècle. Bon, je dis 11e siècle, les peines plus lourdes, il y en a beaucoup qui seraient contents de les avoir en France. Hein, donc de toute mais c'est façon, ça, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, je suis persuadé que, comme sur beaucoup de sujets, il y a pas mal de personnes qui détestent Dubaï pour des raisons qui sont inconnues à eux-mêmes, qui en fait, s'ils connaissaient vraiment, s'ils savaient vraiment comment ça se passe, s'ils avaient plus d'informations, tu leur dis que c'est la même chose, le même système, la même manière dont ça fonctionne, mais que c'est dans l'Est. Ah, ils sont fans, ils trouvent ça génial. Par contre, tu leur dis que c'est Dubaï, là, non, bah non, c'est pas bien, attends, tu rigoles. Enfin, tu vois, toutes ces... espèce d'ambivalence un peu. C'est marrant, il y a un fond, pas culturel, mais il y a un truc qui fait que tu n'aimes pas Dubaï parce que c'est dans les Émirats et parce que c'est là où c'est et tout. J'ai remarqué ça, effectivement. Puis ils ont fait leur argent avec le pétrole, et puis c'est des salauds. Bien sûr, enfin... D'accord. Mais après, il y a une affaire le plus tricky, ça va être pour les gens une affaire de distance morale aussi, c'est-à-dire... je sais pas, en fait, Dubaï, tout de suite, ils ont l'image de on a construit des bâtiments sur le cadavre des gens, des pauvres travailleurs, etc. Et à côté de ça, il y a évidemment des trucs horribles dans notre quotidien, dans tout ce qu'on a autour de nous, dans le téléphone qu'on a, les ordis, les vêtements, etc. Et en fait, globalement, la plupart des gens s'en moquent pas mal. Et je sais pas, ils s'en rendent pas forcément compte. Et du coup, il y a un peu de deux poids, deux mesures entre Dubaï versus tout le reste de ce qu'on a dans la vie, y compris dans nos pays à nous, sans compter que, effectivement, j'imagine que si on regarde un petit peu dans les archives, on va probablement trouver des cadavres de plein de gens dans la construction d'à peu près n'importe quelle ville. Et qu'il suffit de changer d'époque aussi, donc toujours une affaire de distance morale, hein, que ce soit temporelle ou géographique, tu vois. Toutes les villes, Paris et tout, je pense qu'on pourrait trouver des trucs absolument horribles tout le temps. Dubaï est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je pense qu'effectivement, c'est pas parfait, mais j'ai pas ce truc j'ai pas cet aléa moral en fait avec Dubaï, moi personnellement, de me dire là-bas les droits de l'homme sont vraiment pas trop bafoués, etc. Il y a rien qui me choque aujourd'hui en fait dans Dubaï plus que le reste. Et je pense que les gens n'aiment pas Dubaï pour les mauvaises raisons. Les gens qui aiment Dubaï pour les bonnes raisons parce qu'ils savent pourquoi ils aiment Dubaï. Les gens qui n'aiment pas Dubaï, ils les aiment pour les mauvaises raisons. Et il y a de bonnes raisons de ne pas aimer Dubaï, mais ce n'est pas celles qu'ont la plupart des gens en tête. Par exemple, une bonne raison de ne pas aimer Dubaï, c'est vraiment si tu n'es pas du tout quelqu'un qui est attaché à des grandes villes en général, à de la modernité et tout. Et j'en ai des gens autour de moi comme ça. Et ça, je respecte complètement. Ils ne me disent pas les droits de l'homme sont bafoués là-bas. Ils me disent juste Dubaï, ça m'attire pas, j'ai pas envie. Et là, tu vois, je le sens dans le ton sur lequel ils disent Dubaï, ça m'attire pas. Bah là, je me dis, ok, c'est sincère. Là, c'est parce que cette personne-là, en fait, il n'y a pas de jugement. La personne qui préfère vivre à la campagne en France, des choses comme ça. Là, c'est des vraies raisons de ne pas aimer Dubaï. Du coup. Et surtout, moi, j'ai un peu aussi cette impression d'ennemi commun, tu vois. Toute la bien-pensance a besoin d'ennemis communs. Et alors, Dubaï est un ennemi commun idéal, puisque c'est rempli de personnes qui, globalement, ont de l'argent, quittent visiblement l'endroit où ils vivent. Alors ça, pour plein de gens, c'est abominable. Ah non, tu quittes l'endroit qui t'a élevé, c'est horrible. Ça, je n'ai jamais compris. Je n'ai littéralement jamais compris. Mais surtout qu'on ne te le dirait pas dans d'autres pays. Non, pas du tout. 100% tu pars habiter en Espagne. Vont te reprocher ça si tu pars à Dubaï, mais si tu pars en Espagne, au Japon, même aux États-Unis à la limite, dans plein d'autres pays, les gens vont rien te dire en fait. Par contre, quand tu pars à Dubaï, il y a l'impression que tu fuis quelque chose en fait automatiquement. Tu vois. Ouais. Alors, on va pas se mentir aussi, plein de gens sortent tout de suite l'argument de ah non mais t'y vas que pour moins payer d'impôts. Alors ça, typiquement pour moi, ça les gens qui disent ça sont des gens qui n'ont pas d'argent ou qui en tout cas ne payent pas vraiment beaucoup d'impôts. Parce que quand tu payes beaucoup d'impôts, c'est-à-dire que tu peux pas juste aller à un endroit où la seule raison sera payer moins d'impôts. Tu peux pas aller dans une ville où ça va être horrible. Tu vas passer des moments qui vont être terribles, tu vas rencontrer personne, tu vas être opprimé, la loi est hyper difficile, mais tu payes pas d'impôts, donc tu es super content d'y aller. Ça n'existe pas. Ou alors c'est vraiment uniquement des psychopathes et des psychorigides de la compta, mais je pense pas. Donc globalement, cet argument pour moi il est complètement bidon, il ne fonctionne avec personne. Personne ne se dit ah je vais là-bas uniquement pour les impôts. Le reste, bon, il fait trop chaud, ça me plaît pas, j'aime pas la ville, moi j'aimerais bien habiter à la campagne dans le nord de la Norvège. Mais bon, vu qu'il n'y a pas d'impôts, je vais aller à Dubaï. Non, ça ne se passe jamais comme ça, je crois, vraiment pas. Non, très clairement. Et d'ailleurs, je te rejoins tellement sur ce point que moi, si un jour je devais passer un peu de temps à Dubaï, plus de temps dans ma vie, peut-être déménager un peu, vivre un moment de ma vie à Dubaï,
parce que ça m'arrive d'y penser, on en parle régulièrement, même si c'est pas fait du tout. Mais si ça devait arriver, ce serait certainement pas pour les impôts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a tellement rien à voir que absolument tout ce que je fais aujourd'hui, je ne déménagerai pas à Dubaï. Moi, si je veux vivre à Dubaï, ce serait uniquement pour la qualité de vie. Le réseau, on aime beaucoup, nous, les belles villes modernes, avec des beaux grands centres commerciaux, avec des magnifiques monuments, avec des belles routes où tout est propre, tout est agréable et tout. Il y a beaucoup de commodités, tout ça. Le désert, moi je trouve ça trop beau, parce que j'ai pas grandi dans le désert, donc si j'y vais, quelqu'un qui a grandi dans le désert, tout ce qu'il veut c'est quitter le désert. Mais moi c'est pas mon cas, tu vois, moi je suis content d'y aller. En fait, il y a tout qui m'appelle à Dubaï, mais pas du tout les impôts. Pour le coup, les impôts, ça me passe complètement au-dessus de la tête, tu vois, vraiment. C'est-à-dire que si demain je devais vivre à Dubaï, je ne déménagerais aucune de mes sociétés à Dubaï. Je ne veux pas faire ça. J'ai pas envie, c'est pas spécialement dans mon intérêt aujourd'hui pour une multitude de raisons. Et j'ai pas envie de rendre les choses plus compliquées étant que les sociétés existent déjà en France. Que j'ai pas envie de me prendre la tête à déménager des sociétés. Elles sont très bien là où elles sont. En plus, ça a un impact qu'elles soient en France pour d'autres choses. Donc, enfin voilà. Moi, c'est juste, ça me concerne moi. C'est personnel. C'est pas professionnel. C'est professionnel si on veut pour le réseau, par exemple. C'est vrai que je sens que c'est facile de rencontrer des gens là-bas. Ça a l'air assez chouette pour ça. Mais les impôts, vraiment, ce serait vraiment la dernière des raisons pour lesquelles j'irais vivre à Dubaï, en fait. Donc, moi, je comprends les gens qui vont vivre à Dubaï et qui sont que peu intéressés par le sujet des impôts, quoi. Bah, le sujet des impôts, c'est un sujet parmi d'autres, mais ça peut jamais être la raison, quoi. Sinon, c'est une erreur pour moi. Si tu déménages dans un endroit pour les impôts, c'est que tu es en train de te tromper et que tu vas t'en mordre les doigts. Moi, je vais déménager ma société, parce qu'en fait, ma société actuellement, elle n'existe pas, donc je vais pas la déménager, je vais la créer. Oui, tu vas la créer. Bah, toi aussi. Mais c'est juste simple dans ce cas-là, je trouve. C'est beaucoup plus simple. Tu arrives, tu crées ta société. C'est tellement plus simple. Moi d'ailleurs, si je devais partir à Dubaï, je créerais une société pour ça, tu vois. Donc, bah oui. Je déménagerais rien de ce que je fais aujourd'hui, mais j'en créerais une, tu vois. C'est juste tellement plus simple. Mais donc voilà, là on a commencé les démarches, ça y est, c'est réaliste parce que nous on avait une toute petite contrainte par rapport à ceux qui décident un vendredi et qui partent un dimanche soir. Nous on a une toute petite contrainte, c'est qu'on a un chien. Auquel on est très attaché, c'est un vrai membre de la famille et en fait c'est pas si simple d'amener un chien à Dubaï. Déjà tu peux pas le faire par les voies classiques, Emirates, Air France, etc. Tout ça c'est pas possible. Déjà c'est très compliqué pour d'autres pays, mais c'est quand même faisable. Mais pour Dubaï, tu peux pas rentrer avec un chien, c'est pas possible. Un chien de plus de 8 kilos évidemment, en dessous c'est pas des chiens, c'est des rats, on est tous d'accord sur ça. Et le truc c'est que du coup, ça a été une des sources de problèmes, une source problématique, une source de stress, voire de conflit, parce que ne pas y aller est inenvisageable et y aller en avion est inenvisageable à la base. Donc, ça devenait un peu compliqué. Donc, on a commencé à regarder les croisières pour y aller en croisière et en fait juste descendre à Dubaï et s'arrêter à Dubaï et laisser le bateau repartir. On a commencé à regarder pour y aller en voiture. Il faut traverser l'Irak. Là, pour plein de gens, c'est pareil. Là, tous leurs poils se dressent. Non, tu vas pas croiser un pays en guerre, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, voire un peu plus simple en fait. L'Irak, c'est pas le premier pays que je souhaiterais traverser entre nous. Même au Moyen-Orient, il y en a quand même d'autres que je préférerais, je pense, traverser. Je suis d'accord, mais en fait, l'Afghanistan évidemment. C'est pas... Figure-toi que c'est pas l'État qu'on a en tête. Je connais un peu plus. Moi, tu sais, j'ai le background historique de l'Irak. Donc, moi, l'Irak, ça me fascine. Pour les bonnes raisons, je pense. Je suis trop fan. J'aimerais trop qu'ils changent de nom, qu'on retrouve des vieilles cités antiques, qu'on les déterre. Oui, bien sûr, on en a déjà parlé. Moi, j'ai cette image-là. Là, si je vais en Irak demain, je tombe de haut, tu vois. Je pense que moi, j'ai une image magnifique, ancestrale de l'Irak, tu vois. Et il y a le vrai Irak d'aujourd'hui. Après, il y a tout ce que j'imagine, je pense. C'est pas du tout ce que tu imagines, mais c'est quand même bien moins pire que ce que tu imagines, je pense. Parce que il y a encore des gens qui traversent l'Irak, il y a encore des Européens qui traversent l'Irak en voyage. Il y a une chaîne YouTube comme ça qui voyageait. On parle des mêmes là, je pense. Non, c'est les artisans de demain, je crois. Voilà, il y a eux. Ils ont beaucoup traversé des pays comme ça, notamment, effectivement. Tout à fait. Et moi, je pense à un autre gars dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Valentin. Un gars qui est tout seul en moto et qui a traversé très récemment Irak, Iran, etc. Et là, il est rentré, il me semble. Il a fait pas mal de pays du Moyen-Orient. Et en fait, tu te rends compte que quand même, on est loin de... Enfin, il n'y a pas un flic à toutes les rues. Tu vas pas te faire tirer dessus juste parce que t'es blanc. En Iran ? Ouais, Iran et Irak. Okay.
Parce que ça a la réputation, l'Iran, là. Du coup, aussi en ce moment, pareil, à traverser, t'as pas envie, basé sur ce que tu vois dans les médias, t'as pas envie de traverser l'Iran, quoi. Pas envie de traverser l'Iran. Alors que l'Iran m'attire encore plus que l'Irak, hein, pour le coup. Dans ces vidéos YouTube qui datent il n'y a pas si longtemps, hein, c'est moins de 6 mois, on voit une autre facette, quoi. Effectivement, vraiment, ça passerait un reportage comme ça passerait sur France 2, je pense que ça ferait jaser. Mais là, c'est juste un gars qui se balade en fait dans des villes, etc. Alors oui, il faut faire attention. Oui, il faut être très poli avec le monsieur qui te demande 150, l'équivalent de $150 juste pour traverser un pont. Donc oui, évidemment, tout ça, mais ça c'est des choses à prendre en compte. Mais c'est pas si dangereux que ça. Et moi, je viens d'une famille où ils ont énormément voyagé en moto. Alors, dans des pays très jeunes et dans des pays relativement à risque et seuls. Mon grand-père est quand même allé à 15 ans jusqu'à Istanbul sur sa mobilette, seul. Donc, les grands voyages, les grands trajets comme ça et tout, ça fait peur à personne chez moi. Donc ça, c'était un des avantages, on va dire. Mais finalement, il s'avère que moi qui avais déjà une très haute opinion de Dubaï, elle n'était pas encore assez haute. Parce que Dubaï a évidemment prévu que de sympathiques occidentaux voulaient venir avec leurs chiens et donc ils ont créé un service directement effectué par le ministère de la protection de l'environnement qui s'occupe en fait de tout simplement amener ton animal. Le ministère de la protection de l'environnement à Dubaï. De quoi est-ce que tu nous parles? C'est un moment à récupérer pour l'intro, ça. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un magnifique ministère qui s'occupe de la protection de l'environnement, entre autres, et ils sont en train de créer un parc, une forêt, un poumon au sud de Dubaï pour améliorer la qualité de l'air, évidemment, faire de la pluie, etc., mais on pourra en reparler. Et du coup, ils ont évidemment un service qui coûte rien du tout. Ça, c'était le truc le plus étonnant, je pense. Ça coûte littéralement $250 de faire venir ton chien de Paris à Dubaï dans un avion exprès. Tu peux pas voyager avec ton chien, par contre. Mais bon, on n'est pas à ça près, quoi. C'est du fret, il est avec des colis et évidemment, c'est pas une cage posée au milieu des colis La Poste qui tombent. Pas du tout, c'est un espace exprès, un espace oxygéné avec quelqu'un qui s'occupe des chiens qui sont là, qui leur donne des petites friandises, qui discute avec eux, qui reste avec eux, qui leur donne de l'eau. Enfin, quelque chose de tout à fait normal et humain finalement. Et Dubaï s'occupe de ça pour la modique somme de $250, autant dire une broutille, puisque j'avais prévu à peu près, pour vous donner une idée, j'avais prévu aux alentours de $5,000 rien que pour faire venir le chien. Donc 250 avec plaisir, mais allons-y, partons demain. Donc voilà, tout ça c'est en cours et c'est génial. Ok, moi j'ai aussi mes aspirations personnelles. Il se trouve que c'est un peu plus compliqué que toi, parce que finalement aller à Dubaï c'est pas si compliqué, hein. À partir du moment où tu commences à avoir un peu de sous de côté ou que tu as une activité qui marche bien, c'est pas vraiment plus cher, voire même pas plus cher du tout que de vivre à Paris par exemple. En fait, c'est comme toutes les villes du monde, tu peux vivre vraiment pas cher, tu peux vivre très cher. Là, quand on faisait des repérages pour des hôtels pour la semaine qu'on passe ensemble en janvier, j'ai trouvé une auberge de jeunesse, c'était en dortoir et c'était 150 € la semaine. Je crois que je t'en ai parlé, je crois que je t'avais dit ça, 150 la semaine. Ouais. Personne s'imagine pouvoir aller en dortoir. Alors, dortoir, bien sûr. C'est pas le voyage de rêve, mais en fait, c'est quand même vraiment bien. Enfin, je veux dire, les gens s'imaginent pas qu'on peut être backpacker à Dubaï. 150 € la semaine, c'est carrément du backpacking, quoi. Je veux dire, c'est vraiment carrément. On a budget, quoi, vraiment pas cher. Et du coup, tu peux tout faire à Dubaï. Tu peux voyager cher ou vraiment pas cher. Et donc, c'est quand même relativement accessible, plus que ce que les gens pensent. Ils peuvent. Ils n'auront pas un appartement au dernier étage du Burj Khalifa, mais ils auront un truc bien quand même, enfin à la hauteur de leur budget en tout cas. Mais c'est pas plus cher qu'à Paris, on est d'accord? Toi qui as déjà fait un peu de repérage. Non, c'est pas plus cher qu'à Paris. En fait, c'est pas plus cher qu'à Paris. Paris n'étant pas le meilleur exemple, mais même une grande ville comme ici, Lyon, Nantes, Marseille, c'est un peu pareil en fait, hein, finalement. Il y a des trucs plus chers des fois. Voilà, c'est ça. La seule différence, c'est que si tu veux aller dans le très très cher, à Dubaï, c'est plus facile. Ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Ça peut monter beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Mais dans le pas cher du tout, tu peux trouver comme partout, hein. Ouais. C'est pas une ville spéciale en fait, hein. Les gens ont l'impression que Dubaï est une ville vraiment spéciale. Il s'y passe des choses. C'est une ville spéciale dans le bon sens du terme. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu déménages. Exactement. Nous, notre rêve, c'est de partir vivre au Japon. C'est ce qu'on aimerait faire. Alors on connaît, donc on a déjà fait du repérage de multiples reprises. On est déjà allé plein de fois au Japon. J'y suis allé moi au Japon 1, 2, 3 fois je crois. Alors quand je dis plein de fois, les gens peuvent s'attendre à plus, mais voilà, 3 fois. Donc et puis c'est des certaines durées aussi à chaque fois. Tu y es pas allé une semaine. La première fois c'était 1 mois et demi, la deuxième fois 1 mois, la troisième fois 1 semaine.
à peine. Et donc, je commence à connaître un petit peu quand même. Ouais, alors moi, mon rêve, c'est de m'installer. Mais quand je dis m'installer, en fait, c'est d'avoir un logement secondaire. C'est la différence. C'est qu'en fait, je veux pas complètement me déraciner de la France. J'ai envie d'avoir plusieurs vies. Et pour moi, avoir plusieurs vies, c'est avoir plusieurs cultures, plusieurs pieds à terre. Pendant longtemps, dans mon enfance, je rêvais d'avoir un chalet en Finlande ou en Scandinavie, tu vois, quelque part par là. Ce qui coûte beaucoup moins cher comme rêve, je pense. Et aussi d'avoir un logement. J'adorais avoir un logement dans une machiya, les petites maisons traditionnelles à Kyoto, par exemple. Mais traditionnelles vu de l'extérieur, de l'intérieur un peu aussi. Mais rapidement, on a un peu de commodité, quelque chose d'un peu moderne. Et tout, tu vois, une espèce d'entre-deux. Voilà. Et ça, c'est mon rêve. De ventre mou. Ah, putain, je l'ai sorti tout seul. L'entre-deux, j'ai vraiment pas fait exprès. Je me doute. Et ouais, moi c'est mon rêve. Kyoto en particulier. Tokyo, ça pourrait aussi sans doute, mais particulièrement Kyoto. Je suis absolument fan de la culture japonaise, des Japonais en général, de la cuisine, du shintoïsme, de l'architecture, des mœurs, ses coutumes, du caractère des gens, des Japonais et comment faire avec et tout. Tout me plaît là-bas. Vraiment, il y a peu de choses que j'aime pas. Ce que j'aime pas, je pense, c'est quand tu fais la queue 1h30 ou 2 heures pour manger dans un resto à Tokyo. Mais sinon, il y a vraiment quasiment que des points positifs. Le truc déterminant qui fait que moi je vais pas partir au Japon comme ça demain ou avoir un logement secondaire, c'est que déjà, quand je dis avoir un logement secondaire, c'est que j'ai envie d'avoir un chez moi de logement secondaire. Donc, pas forcément être juste locataire, même si ça pourrait peut-être, mais être locataire quand tu es étranger et tout, des sons de cloche que j'ai eu, c'est quand même pas forcément évident. Et acheter un logement, bon bah voilà, ça coûte des sous. Et c'est pour ça que j'ai lancé une cagnotte Litchi. Vous trouverez le lien en description de la vidéo pour pouvoir me permettre d'acheter un logement secondaire à Kyoto. Et du coup, on fera des concours grâce à cette cagnotte Litchi. Les gens qui participent, une fois par an parmi ces gens-là, ou 2 fois par an, des gens auront le droit de venir dans ce logement. Quand j'y serai pas, évidemment. Voilà, ça me paraît être un bon plan. Qu'est-ce que tu en dis? Magnifique. Et moi, ce que je trouve encore plus magnifique, c'est que jusqu'à ce que je finisse cette phrase, là, il y a encore des gens qui... Enfin, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est vrai. Il y a forcément 4-5 personnes qui là se disent là, moi j'y croyais pas. Bon là ça y est c'est fini mais je suis sûr qu'il y en a qui ont cru. Parce que moi du coup c'est vrai qu'il manque pas de culot. Il y a l'affect personnel qui rentre vraiment en compte de où est-ce que je veux avoir une partie de ma vie en fait, où est-ce que j'imagine avoir une partie de ma vie culturellement, de quoi j'ai envie de m'immerger tous les ans, dans quelle culture, et moi ça joue beaucoup. Et c'est vrai que Dubaï de ce point de vue là ça m'appelle pas du tout. Je me dis pas j'ai envie de vivre j'ai envie de baigner dans la culture de Dubaï, tu vois. Enfin, personne se dit ça en fait quasiment, je pense. Les gens viennent chercher autre chose à Dubaï, qui est la même chose que je pourrais peut-être éventuellement aller chercher demain aussi, mais c'est pas ce que je vais chercher au Japon. Et si j'écoutais vraiment ce que je voulais au fond, je voudrais pas Dubaï, je pense pas. Je voudrais avoir la moitié de l'année en France et la moitié de l'année à Kyoto, tu vois. C'est ça que je voudrais le plus. Mais bon, en attendant, Dubaï, peut-être que ça peut être une expérience de vie intéressante, je sais pas trop. C'est pas vraiment dans les cartons pour l'instant, mais voilà, on y pense et puis on verra ce que ça donne en janvier, si ça nous plaît ou pas, Dubaï. Tout à fait. Voilà. Mais sinon, nous, ce serait plutôt le Japon. Donc j'ai vraiment hâte du jour où on pourra faire des podcasts. Pendant que je serai à Kyoto, tu seras à Dubaï. Ce sera vraiment incroyable comme podcast. Ce sera incroyable. Et de temps en temps, je viendrai à Kyoto pour faire un podcast, et de temps en temps tu viendras à Dubaï pour faire un podcast. Avec aussi. Plaisir de venir à Dubaï de temps en temps. Je pense pas que ce soit particulièrement désagréable. Donc Non, et moi pour Kyoto c'est exactement la même chose, parce que c'est un truc qu'on m'a beaucoup opposé aussi, ça. À chaque fois que j'ai dit que j'aimais Dubaï, tout le monde m'a dit tu dis tout le temps que tu adores le Japon, c'est complètement contradictoire. Non, pas du tout. Vraiment pas. Au contraire, mon premier pays de cœur dans ma vie, autre que la France, c'est le Japon quand même. Parce que pour toutes les raisons que tu as citées, vraiment littéralement toutes les raisons que tu as citées me séduisent, me plaisent. Mais en plus tu n'y es pas encore allé, quoi. Et je suis pas encore allé, je vais découvrir. J'aimerais presque être à ta place, j'échangerais tous mes souvenirs pour retrouver tous les moments où tu découvres tout. C'est évidemment les meilleurs moments quand même, tu vois. Bah et oui, comme évidemment. j'ai une grande partie du pays à découvrir encore, ça va, il me reste des trucs, mais la première fois que tu plonges dans la culture japonaise, que tu as tous ces bâtiments, c'est tout ce que tu imagines du Japon, tout est vrai. Mais je sais. Il n'y a pas de clichés. Enfin, si, il y a beaucoup de clichés. Si, il y a beaucoup de clichés quand même. Mais il y a plein de trucs faux, du coup, aussi, quand même. Mais il y a beaucoup de trucs vrais. Et en fait, quand tu t'imagines, tu voyages littéralement dans une carte postale dans le Japon, tu sais, avec les petites rues traditionnelles, avec des gens qui sont en kimono et tout, il y a vraiment des coins du Japon, c'est vraiment comme ça. C'est exactement comme tu te l'imagines. Moi, j'ai hâte que tu me racontes ta première fois au Japon. Ouais, bien sûr. Et je te donnerai sûrement 2-3 conseils, mais tu verras, ça va être incroyable. Peut-être que ça va être le même niveau d'incroyable que quand je vais découvrir Dubaï, qui sait. Espérons. Ce sera pas pareil non plus. Le Japon, c'est un pays de cœur. Dubaï, c'est juste en mode...
c'est le meilleur endroit où vivre pour être bien facilement. Ouais. Sans juste. Ouais. Après, comment dire? Moi, je pense que j'accorde, mais c'est un de nos points différenciants, en tout cas pour l'instant, mais moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à la qualité de vie que je peux avoir, à l'optimisation parfaite de tout plutôt qu'au cœur. Parce qu'effectivement, et c'est toute la différence dans ce que tu viens de dire. Il y a le cœur qui va au Japon, mais la partie purement fonctionnelle de ta vie, tu as l'impression que tout fonctionnerait mieux en étant à Dubaï. Quoi. En gros, c'est ça, quoi, du coup. Ouais, mais tout fonctionnerait mieux. Et puis même, il y aurait beaucoup plus, je pense, de découvertes et tout enfin, de découvertes. Non, ce seraient des découvertes différentes, mais il y a, encore une fois, il y aurait des découvertes de cœur et des découvertes vraiment utiles où tu aurais l'impression de progresser, etc. Moi, je suis vraiment dans cette mouvance-là en ce moment, donc c'est de ça que j'ai besoin et c'est ça qui me fait le plus envie. Et surtout, j'ai du café partout. J'ai du Japon avec moi là. Là, la tasse que je suis en train de boire, bon, vous voyez pas si vous écoutez le podcast, mais c'est une chaîne qui est assez fréquente au Japon qui s'appelle Blue Bottle, qui fait du très très bon café. Et à chaque fois que je bois dans cette tasse, tu vois, je suis au Japon. Je voyage. Mais vraiment, ça marche trop. Moi, j'ai ce truc avec les objets, ça marche assez bien. Comme si c'était des charmes ou des artefacts et que ça produisait un effet sur toi, tu vois. Et je le retrouve juste avec un mug comme ça. Donc là, pendant qu'on se parle, en fait, je suis au Japon, tu vois. Tu t'es fait un petit cocon, une petite ambiance. Ouais. Là, j'ai plein de petits éléments qui me rappellent le Japon chez moi. On a plein de petits trucs. Bref, mais attends, avant de partir sur la thématique du Japon, est-ce qu'on avait terminé finalement? Donc on parlait de Dubaï. Ouais, tu voulais me challenger, mais j'ai immédiatement attrapé tous les challenges. Non, mais fait une boule de papier. Alors, en vrai, tu sais, c'est facile d'argumenter un avis contraire. Moi, je trouve. Si vraiment j'ai envie de te coincer le plus possible à Dubaï, je sais qu'à un moment tu vas faire des arguments mûrs. Moi, ce que j'appelle les arguments mûrs, c'est les arguments où t'es pas supposé pouvoir passer à travers, parce qu'en fait, tu bloques le truc, tu dis non. Mais c'est juste un non en mode non, quoi. C'est tout. Je sais pas forcément argumenter. À la fin, ce sera juste non. Parce que moi je suis comme ça et c'est ça que je veux dans la vie et voilà, c'est comme ça. Ce qui peut fonctionner d'ailleurs pour moi. Oui, non mais je sais, c'est comme ça, toi t'es comme ça. Moi le problème c'est que si quelqu'un creuse une opinion que j'ai sur quoi que ce soit et que la personne donne des arguments valides, je vais être en pleine dissonance cognitive, tu vois, je vais être là genre putain il a un peu raison là, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Et moi j'essaie de travailler à me dire en fait t'as le droit de changer d'avis en live, tu vois, et de dire non mais t'as raison, effectivement il faudrait que je creuse ça et tout. Ce qui est la raison même, l'essence même de pourquoi je peux pas devenir un homme politique, c'est que je peux pas faire ça normalement, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas. L'adhésion des grands. Mais toi tu serais vraiment du genre à vraiment dire je sais pas, moi je te donne le brevet des arguments mûrs, c'est pour toi. Ouais, ça me fait plaisir. C'est une petite case à cocher pour moi dans ma vie là. Là, parce que là, les droits humains, t'as vraiment dit oui, mais et là, ça passe très bien parce que je suis sûr que là, la moitié des gens qui nous regardent, c'est-à-dire les 14 personnes qui sont encore là, sont en train de se dire oui, en fait, ça a pas l'air si mal Dubaï. Alexis, il a eu du mal à le challenger. J'ai juste contourné. Il ne m'a rien imposé. Il a pas eu le temps de m'attaquer. J'ai virevolté. Te challenger, il y a plein de trucs rigolos. C'est vrai que par exemple, moi c'est pas ce qui me ferait que j'irais pas à Dubaï ou que j'aimerais pas à Dubaï et tout, mais par exemple, est-ce que tu te dis que Dubaï c'est pas une ville très écologique et que du coup ça effectivement, par exemple la piste de ski dans le plus grand centre commercial du monde à Dubaï, ça te pose pas de problème? Ce genre de choses sont effectivement très intéressantes. Dubaï sont en train de travailler sur ces points-là par plusieurs aspects. Premièrement, ils ont créé un ministère de la protection de l'environnement. C'est pas pour rien, c'est qu'ils ont mis des objectifs. Ces objectifs ont notamment été établis à la COP28 qui vient d'avoir lieu il y a quelques temps. Et du coup, leur objectif principal, c'est d'être neutre en carbone à partir de 2030. Ce qui est un énorme pas. Alors plein de gens là disent non mais neutre en carbone ça veut rien dire, c'est rien, c'est nul, on s'en fout. Eh ben non, on s'en fout pas et c'est pas nul parce qu'en fait c'est mieux. J'allais plonger dedans. je sais. Eh ben non, on s'en fout pas parce qu'en fait c'est mieux que de ne rien faire, c'est mieux que d'être dans un état végétatif à se dire j'en ai absolument rien à faire, moi de toute façon je produis, je pollue, je consomme. Eux au moins ils ont la conscience de se dire ok, je veux que ce soit mieux. Et surtout, dernier argument massu qui vient clouer le petit clou dans la table, ils ont une question d'image qui est beaucoup trop importante pour eux, c'est un des centres de leur stratégie et s'ils ne travaillent pas là-dessus, ça ne pourra pas fonctionner pour eux. Il y aura des choses qui vont mal se passer, des détracteurs qui vont prendre de plus en plus de place et de puissance. Donc intérêt aligné entre écologie et Dubaï, et parce qu'en fait sur le long terme ils sont obligés quoi. Ils sont obligés, c'est indispensable. Donc comme ce que j'ai dit au début, ils sont en progression sur plein d'aspects, dont celui-là et moi je suis très content de pouvoir et y donc, aller pour voir ça.
là, tu me dis, ok, neutre en carbone, on a un ministère de l'environnement, tout ça, ok. Et en même temps, on fait une piste de ski en plein centre commercial, en plein milieu du mais désert. parce que... Tu sais, c'est un frigo dans un endroit chauffé, dans un truc. Tu la connais, c'est une boîte dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Oui, je vois très bien. Et genre, tout est normal, quoi, vraiment. C'est qu'en fait, s'ils arrivent à faire ça et à être neutres en même temps, pourquoi pas ? Ils pourraient faire même 1000 fois pire. Ils pourraient faire une station complète dans une bulle géante qui serait refroidie à coups de clim si à côté, ils plantent des centaines de forêts, des milliers d'arbres et que ça crée une neutralité. Moi, la neutralité me va très très bien, tu vois. Ouais, ok. On se repose vraiment sur ce concept d'empreinte carbone pour justifier ce qui peut être justifiable et dire on peut faire ça parce qu'à côté on fait ça, etc. Si on mise tout sur le concept d'empreinte carbone, dans ce cas, effectivement, on peut justifier tout et n'importe quoi à Dubaï à partir du moment où on équilibre les comptes, quoi. Voilà. Après, il y a un argument que tu pourrais... Enfin non, que je pense que tu n'aurais pas osé m'apposer. Il y a plein d'autres trucs que je peux oser dire là. Mais il y a un contre-argument contre la neutralité carbone. Ce serait celui de dire que la neutralité carbone, ça n'a pas de sens. Dans le sens où il y a un argument qu'on peut apposer. C'est que si on tue un bébé mais qu'on en fait naître un autre, ça va, c'est neutre, tout va bien. Effectivement, là du coup, j'ai pas grand-chose à répondre dans le fait que la neutralité carbone, si on prend cet angle-là, c'est pas dingue. Maintenant, vu qu'on est sur l'environnement et que pas de neutralité carbone, c'est un problème, quand c'est en négatif, en tout cas, quand c'est en positif, c'est autre chose, mais ça paraît beaucoup plus difficile à atteindre. Mais sinon, à part ça, voilà, pour moi, on ne peut pas vraiment m'imposer. Enfin, j'aime bien faire le mur sur des sujets comme ça, surtout que la plupart des gens sont relativement mal informés, on va pas se mentir, parce qu'ils adhèrent aux idées qu'ils entendent brièvement, rapidement à l'arrache, comme les idées qu'on peut avoir sur certains ou certaines personnalités politiques, personnalités publiques et tout. On entend un truc, on le coffre et on se dit ok, ça maintenant c'est mon opinion à partir d'aujourd'hui. C'est des idées par association, hein. C'est tous les trucs qui sont un peu étrangers, qui fait que t'aimerais pas Dubaï. Déjà les Émirats c'est un peu bizarre, pourquoi ils mettent des tissus blancs bizarres et tout, tu comprends pas en fait. Déjà c'est une culture que tu comprends pas de base, parce que oui, Dubaï a un peu une culture quand même à la base. Et l'autre point, c'est que par association, tu vois des images à la télé d'influenceurs, les influ-voleurs, des trucs comme ça, puis ensuite tu les vois à Dubaï, et du coup, ça y est, c'est terminé, quoi. Dubaï, c'est la ville des influenceurs, influ-voleurs ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que par association de 3-4 trucs qui vont pas, culture que tu comprends pas, ou tu fais des associations plus ou moins racistes sur les bords, de dire, tu vois, voilà, les Émirats et tout, le pays musulman, ou trucs comme ça. D'ailleurs, je sais pas à quel point, c'est complètement un pays musulman, du coup. Alors c'est un pays musulman, c'est un pays, c'est même une république islamique. Dans le sens où une partie de leur loi c'est l'islam et la charia. Je comprends, oui, ok. Mais moderne. Non mais moderne, voilà, du coup c'est pour ça que je dis association de trucs que tu comprends pas, ou que tu as décidé de pas aimer par des associations un peu rapides qui n'ont pas forcément de sens, y compris tous ces délires qu'on a en France avec le fait de voir les gens partir dans ce pays-là. Sous couvert les gens veulent juste payer moins d'impôts et tu vois. Et en fait on fait un tas d'associations comme ça et à la fin on décide de pas aimer Dubaï pour les mauvaises raisons, quoi, ce qu'on disait finalement plus tôt. Il y a un argument que j'entends, cela dit, et pour la raison pour laquelle je comparerais pas forcément Dubaï à toutes les villes du monde sur un pied d'égalité, c'est que c'est vrai que Dubaï ça a quand même été construit la semaine dernière. Et c'est vrai que ça joue quand même un petit peu sur mon appréciation de à quel point Dubaï, ils ont réussi un truc intéressant en partant d'une feuille blanche en relativement peu de temps par rapport à ce qu'on peut faire dans une capitale historique comme Paris qui doit faire composer avec une histoire de centaines, voire milliers d'années, tu vois, d'accumulation tu vois, Paris aujourd'hui, il y a des infrastructures, c'est des trucs qui datent de centaines d'années, ou des fois c'est pas raccordé à l'égout, ou des fois il y a des trucs dégueulasses où tu dis mais en fait c'est normal, c'est parce que... Et Dubaï, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a un peu ce truc où c'est vrai que j'aime pas toujours comparer Dubaï à Paris ou à d'autres grandes villes d'Europe peut-être. Je sais pas, à Athènes, ou Athènes c'est encore pire, mais enfin voilà. Donc il y a juste ça que j'entends vraiment. C'est vrai que Dubaï, ils ont eu cette chance-là de pouvoir redémarrer de zéro relativement récemment dans leur histoire. Et j'imagine que si on faisait un Dubaï, le lapsus, si on faisait un Paris post-moderne, tu vois, en repartant d'une feuille blanche, on fera un Paris incroyable, tu vois, là, assez rapidement. C'est ce que je me dis. Moi, je suis pas tout à fait sûr de ça, malheureusement. Parce que c'est pas les mêmes personnes et la culture est pas la même. Parce que c'est pas les mêmes personnes, exactement. Et c'est pas les mêmes lois, c'est pas la même flexibilité. Bon, quand même, je veux dire, t'as pas quand même un héritage un peu brinque-ballant, tu vois, avec... Ce serait... Oui, bien sûr, on est d'accord. Ce serait forcément mieux que maintenant. Après, pour moi, ce serait quand même pas incroyable, quoi. Tu penses que Dubaï, c'est un bon modèle et un bon exemple pour le reste de l'humanité et des civilisations
à copier. Alors, est-ce que tu penses que Dubaï n'est pas supposé rester ce qu'il est, c'est-à-dire une sorte d'Éden, d'anomalie, et la manière dont la société fonctionne fait que c'est pas forcément un exemple qui est facilement reproductible sur l'ensemble des grandes villes du monde, par exemple? Alors, non, pour une raison principale, c'est que pour moi, effectivement, en l'état, c'est hyper compliqué à reproduire pour plusieurs raisons. Ça vient de rien, énormément d'argent injecté au départ avec le pétrole et le gaz. Et surtout des grosses concessions et des gros efforts. Encore une fois, c'est ce dont je parlais dans le dernier podcast, de un peu la génération sacrifiée. Ceux qui vivaient là avant dans le vieux Dubaï, effectivement, ça a dû leur faire tout drôle quand même. Il y a quand même dû y avoir 2-3 générations qui ont pris super cher, qui ont dû se tirer tout simplement, ou qui sont morts, etc. Voilà, où ça a été compliqué. Par contre, aujourd'hui, c'est génial pour des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Alors là, du coup, ça devient un débat éternel. Moi, je pense que avec des gros efforts, des concessions et surtout de la flexibilité au maximum, c'est reproductible dans à peu près n'importe quelle grande ville. Parce que Dubaï, c'est 4 millions d'habitants. 4 millions, c'est plus grand que Paris. Paris, intramuros, évidemment, hein, c'est 2 millions et quelques. Donc, en fait, c'est totalement reproductible puisqu'il y a 2 fois moins de personnes. Et d'autant plus que l'accès aux ressources est quand même à peu près plus facile partout ailleurs dans le monde qu'à Dubaï, quoi. Donc, tout à fait. Tout à fait. Particulièrement si on parle de la France, normalement, on a quand même une certaine abondance sur un certain nombre de sujets quand même. Pas tout, mais voilà. Ouais. C'est pas Dubaï. Ouais, sur plein de trucs. C'est pas au milieu du désert. Voilà. Le seul point, c'est la flexibilité de se dire, ok, bon bah ça, on le rase. Mais quand on dit on le rase, c'est pas on envoie une demande pour savoir si c'est possible de le raser. Une fois qu'on sait si c'est possible, on envoie une autre demande pour savoir si on peut le faire avant les 5 ans. Une fois qu'on sait si c'est avant les 5 ans, on envoie une demande pour avoir un permis. Une fois que le permis est validé, tu m'as compris. Ouais. Mais c'est vraiment juste de dire ok, on le rase. Ok, bah à partir de lundi, on trouve l'entreprise. À partir de vendredi, l'entreprise commence quoi. Et c'est un peu la mentalité dans laquelle est Dubaï. Et du coup, bah, forcément, ça va beaucoup plus vite. Donc, ils ont le temps d'itérer. Ils font des conneries. Il y a un truc qui se casse la gueule. Ils le refont. Ils le solidifient. Et puis, après, ils le reproduisent. Puis, ça va mieux, etc. Ils peuvent itérer. Ils peuvent tester encore et encore. Alors que en Occident, on est plutôt dans surtout la préservation. Ne touche à rien. Ne touchez pas à ça. Attention, monsieur, madame. Ne faites rien surtout. On va faire des trucs... Voilà, le moins possible, on touche à rien. Eux, ça bouge, ça détruit, ça reconstruit. Donc forcément, en fait... Tu détruirais les petites places de l'église de tous les villages de France, avec la petite église au milieu, l'hôtel de ville, alors là, tout ça. waouh. Là, tu viens de me faire passer pour Bane, le grand méchant de Batman. Non, je ne détruirais pas toutes les petites places. C'est mon rôle dans ce podcast pour les 15 prochains épisodes aussi. J'adore. Tu vois. C'est de te faire passer pour le méchant. Donc, je détruirais absolument tout ce qui existe en France, sans exception. C'est faux. J'ai un amour pour inconditionnel. Tu peux la refaire un truc encore un peu plus long pour l'intro, peut-être. Plus long encore. Ouais, un truc encore un peu plus horrible. Tu vois. Ok. Je détruirais avec aucune émotion, aucune empathie pour toutes les familles qui seront expulsées de toutes les places de France, de tous les villages, de tous les endroits où je pourrais faire brûler la terre pour en faire ressortir des tours immenses sans aucune personnalité, faites en verre, et peut-être en haut desquels on pourra mettre éventuellement une petite terrasse, des petits palmiers, quand même un truc un peu sympa. Mais ça s'arrête là. Merci tout ce que je viens de dire, évidemment. On va faire un découpage épique. Ça va être génial. L'intro. Moi aussi, je peux être épique des fois, pour les mauvaises raisons. Attention, warning, tout ce que je viens de dire est évidemment faux. J'ai un amour inconditionnel de tous les villages français. Mais c'est ça le truc, c'est que tu ne pourras jamais retrouver l'atmosphère surréelle d'un Dubaï quand tu as un héritage comme tous les petits villages qu'on a en France avec les petites places de l'église, etc. Alors, il y a un moment, il va falloir détruire ça si tu veux construire quelque chose de vraiment différent. Et si tu gardes ça, ce sera toujours tel quel aujourd'hui, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, il y aura toujours la place de l'église, avec avec la boulangerie, la charcuterie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais... très bonne deuxième partie de l'intro du coup. Mais alors, en vrai pour moi, plus sérieusement, il y a quand même un truc, c'est que ça, moi je pense pas. En fait, il y a qu'à voir l'état des autres Émirats. Aux Émirats Arabes Unis. Dubaï et Abu Dhabi sont différents. Abu Dhabi c'est la capitale, Dubaï c'est la capitale économique. Les autres Émirats, la plupart restent quand même relativement pauvres, simples, relativement paysans. Alors pas paysan dans le sens où il y a des cultures sur des hectares, hein, ça reste essentiellement du sable, mais je veux dire oui, mais paysan au vrai sens du terme, enfin moi j'ai compris. Voilà, c'est ça. Donc en fait, du coup, ça montre que les deux peuvent coexister dans un État, dans un pays. Moi, je pense que
n'a pas besoin de toucher au petit village. Moi, je vis dans un petit village et j'ai envie de le conserver comme ça. Par contre, je suis persuadé que Paris pourrait être... non, ça pourra jamais, hein, bien malheureusement, c'est pour ça que je m'en vais. Mais ça pourrait, en tout cas, dans un monde extrêmement hypothétique, extrêmement impossible, devenir le nouveau Dubaï en Occident et conserver tout le charme du reste de la France. Ça, je suis persuadé que ce serait possible dans des pays prêts à faire des gros sacrifices. Donc ça veut dire que tu serais de ces personnes qui seraient contents de construire des gratte-ciel à Paris. Ouais, carrément. Parce que là, tu sais, ils sont en train de parler pour détruire le sol gratte-ciel. Je crois que c'est le seul. Oui, non, mais je sais. Mais qui est très moche Oui, de toute façon. oui, c'est le seul. C'est le seul. Alors lui est très moche en l'occurrence. Ouais. Lui, en l'occurrence, est très très et moche. Je crois qu'il y avait des projets de, tu sais, tous ces fameux... ça, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on se garde pour un prochain épisode. Les smart cities, etc., les belles mégalopoles du futur, incroyables, carbone négatif, etc. Tu vois, toutes ces images d'Épinal qu'on a sur Internet. C'est trop beau. Et ils veulent faire un peu ça à Paris. Ils essayent, tu vois, de manière expérimentale. Ils disent, on va construire ce bâtiment stylé ici, ce truc stylé là. Mais en fait, ils ont énormément de friction. Il y a beaucoup de gens, de Parisiens qui ne veulent pas, en général, de ces projets. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils font un catalogue un peu, tu vois. Ils mettent un beau truc à un endroit, un beau truc à un autre endroit. Et après, ils font un beau magazine avec la moitié sur le premier endroit, la moitié sur le deuxième endroit. Et on a l'impression que Paris, c'est ça. Alors que quand tu te balades, Paris, ça n'a pas bougé, quoi. C'est toujours aussi sale, c'est toujours aussi insécure pour. Mais en fait, on ne veut pas spécialement des gratte-ciel à Paris. On veut que Paris, ce soit propre, où on s'y sent bien et où c'est bien géré. Et le Paris d'aujourd'hui plairait à absolument tout le monde, en fait. Le Paris intramuros historique est absolument magnifique. Et tout ce qu'on demande aux gens, je pense, c'est de se sentir bien quand on se balade et que ce soit pas sale. En vrai, je pense que j'ai dit les 2 points essentiels déjà de base. Sans parler même du reste. Ça a d'autres conséquences. Après, quand je dis sécurité, sale, etc., normalement, ça sous-entend aussi qu'il y a les problèmes de pauvreté et tout. Donc, mes 2 points découlent sur d'autres points. Mais globalement, si on avait déjà ça, tout le monde serait super fier de Paris. Les gens sont déjà fiers de Paris, mais je trouve que ça va pas dans le bon sens. Les gens sont de moins en moins fiers pour de l'image. Paris, ouais. Moi, je suis fier de Paris pour l'image générale de Paris. Me dire que c'est quand même une ville qui est magnifique, il y a des endroits qui sont très beaux. On est allé à Paris ensemble 3 jours. C'était très bien et je passe toujours des bons moments dans Paris, mais il y a toujours 1 ou 2 moments où il y a une petite friction, il y a quelque chose. Je me dis, quand on est allé à Paris ensemble, enfin, il y a eu des petits moments de tension. Voilà, il y a eu des trucs, donc effectivement. Et c'est exactement l'image que j'avais de Paris en allant dans certains arrondissements et ça m'a été servi sur un plateau, quoi, vraiment. Ouais, donc pour le coup, j'ai envie de dire de ce côté-là, j'étais pas déçu, quoi. Nous, on a eu quasiment affaire à un sketch parodique, quoi. C'est-à-dire qu'on est sorti du métro, on a vu les flics qui dans un arrondissement où on nous a dit vous allez dans tel coin. On nous en a parlé à plusieurs reprises. Cet arrondissement, oui, cet arrondissement, mais je vais pas aller dans l'arrondissement et d'un seul coup, c'est exactement ce qui s'est passé. On est allé dans l'arrondissement et littéralement, on sort de la bouche de métro et on a l'impression qu'on venait de sortir. On va se faire agresser. C'était un sketch. Directement, quoi. Vraiment un sketch. On aurait dit que tout était mis en scène, quoi, vraiment. Et puis en plus, ça avait pas l'air de faire semblant. Enfin, sur le moment, on faisait pas les malins. On a juste tracé notre chemin et voilà, on n'est pas resté, hein, clairement. Mais donc, oui, ça pour moi, c'est juste un enfer. Je suis pas trop fan après des petits appartements historiques parisiens. C'est pas trop ma tasse de thé. Pour le coup, je serais beaucoup plus Dubaï que Paris de ce point de vue-là, ou même l'appartement dans lequel moi je vis aujourd'hui me convient bien plus qu'un appartement historique de Paris. Tu sais, les trucs très haut de plafond avec des vieux parquets qui grincent, etc. Beaucoup ça. J'aime pas, moi. J'aime pas trop. Ok. Je me sens pas à l'aise. Je sais pas. Ça me plaît pas. Vraiment pas. Je vois. Je peux tout à fait comprendre. C'est quand même un peu particulier, mais moi je suis très Ikea. Après... Je suis très photo moi, catalogue prime, c'est avec Ikea un fjord aussi, en Norvège aussi. Et un truc incroyable avec une baie vitrée et tout. Moi c'est. Bien sûr. Moi, voilà. c'est ça, moi ça c'est ma cam maximale aussi. Ouais. Ça c'est mon. Enfin tu vois c'est le truc. T'as pas envie d'avoir qu'on se monte un petit chalet tous ensemble. On met de côté tous ensemble. On regarde le prix et on se met un petit chalet en Norvège ensemble. Comme ça. Alors j'en aurais carrément envie. Mais là, pour l'instant, pour moi, je vais d'abord m'installer à Dubaï. Je vais y aller étape par étape, tu vois. Parce qu'en fait, toi et moi, on n'est pas. Toi et moi, on est à des étages différents. Et donc, parfois, on discute comme ça. Et puis, tu lâches un projet comme ça. Et je me dis, oui, bah moi, peut-être dans 5 ans. Hein. Mais c'est tellement drôle. On en parle souvent, même ici. Mais à quel point tu surestimes. Mes capacités financières ou les projets de vie que je peux faire et tout. Mais je sais, mais j'adore t'embêter avec ça. La totalité de mes ressources vont dans les trucs que je fais maintenant, dont j'ai toujours pas parlé dans ce podcast d'ailleurs. On prendra le temps quand même d'en parler un moment. Mais la quasi-totalité de mes ressources vont là-dedans.
Pour tout te dire, là, par exemple, en te payant toi aussi, là, en janvier, parce que tu vas me faire une facture en janvier, il me semble. Petite facture. Oui. Mais il n'y a pas que même. toi. Et là, tu vois, en janvier, je vais faire moins 50 000 euros, tu vois. Rien que parce que, bon, je ne donne pas tous les détails. Mais voilà, enfin, je veux dire, mon argent va en quasi-totalité dans mes projets professionnels. Et j'ai absolument pas les moyens d'aller acheter un chalet, là, maintenant, en Finlande. Ça dépend du prix du chalet. Mais voilà, c'est tout mon point. Là, vous avez mais toi, c'est parce que tu as mis de côté pour Dubaï, moi, déjà, finalement. Donc voilà. Moi, j'aime embêter Alexis et venir gratter le petit truc. Après, il se justifie. Et après, il se rend compte quand même qu'il y a toujours un petit truc. Oui, un petit chalet, ok, mais... non, franchement, mes économies cette année, je t'avoue que j'en ai bien profité. Et il me reste beaucoup moins d'argent qu'il devrait me rester, très honnêtement. Il y a une différence vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui est de l'ordre de on s'est fait plaisir, quoi. Et on pourrait avoir vraiment plus de côté, quoi. Quand même, je sens la différence. Je sens qu'on a quand même une qualité de vie qui est ce qu'elle est, on en profite quand même, on a quand même pas mal voyagé. Et mine de rien, ça fait une différence sur mon compte en banque, je le vois là. Et c'est vrai que cette différence fait que je peux pas forcément aller acheter un chalet en Finlande la semaine prochaine. Alors que si j'avais pas voyagé cette année, je pourrais probablement acheter un chalet en Finlande. Probablement. Mais non, mais il y a un truc qui joue énormément aussi pour toi, vraiment qui est le truc central, c'est que tu réinvestis une énorme partie. Ah mais ça joue tout. S'il n'y avait pas ça et que je gardais tout pour moi et que je voulais juste maximiser mon bien-être personnel direct, je pense qu'il y a un tas de projets de vie qui seraient, je voyagerais déjà beaucoup plus. Je pourrais probablement déjà faire quelque chose au Japon, probablement, plus ou moins. Ça dépend de quoi on parle. Hein. Je pourrais pas acheter un logement à 300 000 euros là tout de suite au Japon, mais je pourrais faire des trucs. Si j'essayais juste d'être locataire, par exemple, je pourrais essayer. Enfin, il y aurait pas de problème, quoi. Et enfin, je pourrais faire plein de trucs, déménager, avoir une Tesla, enfin tout ça, quoi. Mais c'est pas. J'aime bien parce que je pense que pour plein de gens qui sont loin de tout ça. Après, je sais pas s'il y a des gens qui sont loin de tout ça. Ouais, j'ai bombardé d'infos et de trucs que je pourrais faire, mais je reprécise. Du coup, je ne peux pas le faire, justement. C'est ce que je disais. C'est ça. Mais je pourrais le faire. Après, c'est parce que j'ai mentionné plein de trucs qu'on se mentionne déjà entre nous deux et tout. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Il y a plein Tesla, on a déjà parlé de voyager, on a déjà parlé de tout ça. Mais oui, tout à fait. Non, mais c'est des beaux projets. Mais avec immense plaisir d'avoir un projet comme ça commun immobilier. Moi qui ne compte pas mettre un orteil dans l'immobilier, le seul moyen que je le fasse, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est parce que c'est un projet un peu à part. Puis après, on va passer à la fin du podcast, je pense. Mais ouais, le fait d'avoir un petit chalet quelque part en Scandinavie, c'est vraiment un peu à part parce que là, l'idée, c'est que tu passes de Dubaï à un moment dans ta vie, pendant par exemple 3 semaines, on se retrouve tous les 3, 4... Ou 5. Ou 5. Ou 5 et demi. Ou 5 et demi. 5 et demi. Un chien peut compter pour un demi. Et on se retrouve et là, tu passes de Dubaï à la taïga, tu vois, en Finlande. Un truc plat avec vraiment que de la forêt partout. 20 cm de neige autour du chalet. Tu as le petit sauna à l'intérieur du chalet et tout. Enfin, un truc vraiment magique. Et on se retrouve là et je pense que ça fait un bien fou. Pour le mental et tout, ce serait vraiment incroyable comme projet. Et figure-toi qu'un chalet comme je te décris là, c'est pas des centaines de milliers d'euros, hein, c'est beaucoup moins cher. Ça dépend de la taille du chalet aussi. Mais on peut avoir des chalets pour quelques dizaines de milliers d'euros sans problème. Après, si on veut du tout équipé avec des saunas et plein de trucs, on n'est pas rendu. Ah, tu t'attendais à beaucoup plus ? Ah oui, je m'attendais à beaucoup plus là, quelques dizaines de milliers d'euros, ça peut se négocier vers mars-avril. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, en vrai, le chalet c'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais après il y a l'emplacement, il y a qu'est-ce que tu imagines. Là, ça se trouve, là, il y a une distance cosmique entre le chalet que tu imagines et le chalet que j'imagine. Peut-être. Moi, j'imagine un truc quand même vraiment pas mal. Non, mais parce que t'imagines, toi, ce que je décrivais tout à l'heure, le truc au bord de l'eau, au milieu des fjords, avec une baie vitrée magnifique et des trucs comme ça. Ce genre d'image d'Épinal, c'est des centaines de milliers d'euros, voire même plus. Moi, j'imagine juste un chalet dans la forêt. Un truc où on a un peu d'espace quand même, mais on est perdu au milieu de nulle part parce qu'on veut aller dans la forêt, dans la neige, tu vois. Ok. Alors, attends. Moi, ce que j'imagine, parce que je pense qu'on est pile dans un entre-deux. Moi, ce que j'imagine, encore une fois, le nom de ce podcast a été très bien trouvé. Merci ChatGPT. Moi, ce que j'imagine, c'est un juste milieu entre les deux choses que tu viens de citer. C'est-à-dire qu'au milieu de la forêt, perdu, etc., tout ça, ça me va parfaitement bien. Maintenant, moi, un minimum de place, c'est indispensable. Et quand je dis un minimum de place, c'est qu'à 4, le 150 mètres carrés, c'est le minimum. Ah, pour un chalet ? Ouais. Ouais, alors là, oui, c'est pas quelques dizaines de milliers d'euros, je pense pas, du coup. Hein. Bah oui, du coup. Louis, 150 mètres carrés, c'est bien. Le projet en tête, là.
Mettons-nous... Attends. Mettons-nous d'accord sur 150 mètres carrés. Ok. Ensuite, moi, pour le reste, à part les équipements confort Ikea et équipements confort, un petit sauna, un petit extérieur couvert, tu vois, vraiment le minimum. Le reste, je ne serais pas exigeant. Et donc, du coup, je pense qu'on n'est pas... à 300 000, mais on n'est pas non plus à 80 000. Ouais... Faudrait budgétiser. Hein. Là, je pense que là, on y va au doigt mouillé. Mais il faudrait se renseigner et peut-être pour le prochain épisode, on dira aux gens combien ça coûte notre projet, comme on l'imagine. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et on peut se le mettre dans un coin de notre tête, effectivement. Ce projet est né en live. Hein. Enfin, Alexis l'avait visiblement déjà dans la tête. Oui, ça fait des années que j'ai ce projet-là dans ma vie, mais j'en avais jamais parlé avec quelqu'un en disant vas-y, on fait ça ensemble. C'est que je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité plaisir. Avec toi et qu'il y a moyen qu'un mec qui veuille vivre à Dubaï soit hyper hypé à l'idée d'avoir quand même quelques semaines dans l'année dans un cadre pareil. Tu vois, je me suis dit c'est quand même vachement compatible. Au contraire. Moi, j'ai toujours adoré cet environnement. L'environnement vraiment fin fond de la neige et tout. Dans les films, c'est toujours un environnement qui m'a fasciné. Donc, j'adore l'ambiance. Même, je ne sais pas si je l'avais déjà fait avec toi, mais très souvent, sur ma télé, quand je veux mettre un truc en fond, je mets une vitre ou une baie vitrée vraiment de l'image que tu as décrite. C'est-à-dire une baie vitrée qui donne sur les fjords avec de la neige et un feu dans un coin et un tapis un peu épais, tu vois, et le chien qui dort sur le côté. Vraiment, ça, mais j'adore. Et oui, je veux aller vivre à Dubaï, et ça n'a rien à voir, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Et surtout, encore plus, c'est juste le biome préféré de Victoria. Ok. C'est ses vacances préférées de rêve. Oui, elle veut aussi aller à Dubaï et qu'il y ait du béton partout. Isolée dans un chalet. Avec ta petite cooksa et ta soupe dedans, le feu de cheminée, tout ça. Tu vas chercher le bois dehors et tout. Enfin, c'est... Voilà. Incroyable. Un peu toujours de raclette. Avec la fibre. Alors, la fibre indispensable, la machine à raclette indispensable et quand même un petit peu de, pas de luxe, mais de haut de gamme, je dirais, sur les différents équipements présents. Ouais. Et là, moi, je te suis à fond. Hein. Et c'est donc un nouveau projet qui est né en live pendant ce podcast. Je te propose qu'on se serre la main virtuellement. Voilà, exact. Je sais pas vers où le faire du coup. Mais oui, très bien, juste pour le fun, peut-être je prendrai le temps de faire ça. Pour le prochain épisode, on fera une petite estimation pour avoir une idée de combien ça coûte, grosso modo. Quel pays aussi, parce que Norvège, Finlande, Suède, c'est 3 pays différents. Donc, quel pays, quel budget et quelles sont les règles. Et ensuite, comme ça, ce projet sera né pendant le podcast. Ça peut être rigolo. Et peut-être que ça n'aboutira jamais. Ou peut-être que ça aboutira. Ce qui serait magnifique pour le storytelling et pour l'histoire, c'est que le dernier épisode d'entre deux se passe dans ce chalet. Le dernier ? Il y aura un dernier un jour, du coup. C'est tellement triste quand tu dis ça comme ça. Genre, on dirait vraiment que justement, ça fait j'ai l'impression d'imaginer le dernier épisode d'une série de 8 saisons, tu vois. Où d'un seul coup, c'est vraiment le dernier épisode. Si tu parles déjà du dernier épisode, c'est trop triste. Non, moi j'aime bien faire ça justement parce que ça donne une espèce de longévité d'un coup, tu vois. On s'imagine, toi à 40 ans, moi évidemment toujours à 22, assis dans ce chalet, tu vois, en train de faire notre podcast, en train de parler de nos nouveaux projets, de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire et tout. Non, moi je trouve que c'est en tout cas, on se promet d'avoir des épisodes des fois où moi je suis au Japon pendant que tu es à Dubaï, et puis certains épisodes qu'on le ferait dans notre chalet en Finlande ou en Norvège. Je pense que ça va être Finlande ou Norvège. Et puis, écoute, ça nous permettra de mettre nouveaux projets dans le titre. Tout à fait. Donc, exactement. On a bonne résolution, notre chalet, Dubaï et nouveaux projets. Non, il faut être encore plus que ça. On va acheter une maison ensemble. Tu vois, un truc. On achète un chalet. Ouais, ça va être long, quoi. Va falloir trouver un bon titre. C'est important. On achète un chalet quand on publie du contenu. Bon, certes, sur ce, ton idée de projet, tu nous envoies ça. Vas-y. Impressionne-nous. Ouais, tout à fait. Un chalet en Finlande. Alors, mon idée de projet, c'est quelque chose qui est assez simple. J'attends impatiemment que quelqu'un... Enfin plutôt, est-ce que tu as vu récemment, sur YouTube, il y a eu une tendance. Il y a eu une tendance avec l'intelligence artificielle et la musique. Il y a quelques personnes complètement incompétentes qui ont juste repris des voix et mis d'autres voix. On a vu des rappeurs chanter des chansons paillardes. On a vu des chanteurs de variété française chanter des chansons de rap français. On a vu pas mal de choses comme ça. Mais on a aussi vu quelques producteurs, je pense notamment à un qui s'appelle Isos, qui m'a inspiré l'idée de ce business, YSOS. Lui, il a fait une vidéo YouTube où en fait il a
réussi à resynthétiser une voix, la voix d'une chanteuse qui s'appelle Angèle, que tu connais sûrement, et la voix d'un rappeur qui s'appelle Gazo, que tu connais peut-être moins, qui ont en fait tous les deux des voix très atypiques, très différentes. J'ai fait oui la première fois et non la deuxième fois. Parce que des fois, j'oublie, c'est un podcast. Pardon, pour ceux qui sont en audio. Oui, c'est vrai, moi aussi. Donc, il a réussi en fait à recréer une chanson entièrement qui n'existe pas. Il a écrit les paroles en fournissant à ChatGPT des tas et des tas et des tas d'albums, enfin tous les albums en fait de Angèle et tous les albums de Gazo. Il a réussi à faire un son à deux, et ce son est juste incroyable. C'est-à-dire que il n'a pas fait les voix complètement artificiellement. C'est lui qui chante. Et ensuite, par-dessus, il a remis la voix d'Angèle puis la voix de Gazo. Le son est juste vraiment génial. Je l'écoute premier degré, alors que c'est un son où les textes et les voix ont été faites par IA. Mais je pourrais, et je le fais d'ailleurs, je l'écoute premier degré. C'est très très bien, ça match extrêmement bien. Donc mon idée, ce serait tout simplement une application mobile où il est extrêmement simple de choisir son artiste, choisir plusieurs artistes, choisir des paroles, et que ça matche immédiatement et que ça crée un son qui soit unique, instantanément, que tu puisses l'ajouter tout de suite sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme. Je pense que ce serait génial. Alors évidemment, la première chose qu'on viendrait, encore une fois, imposer contre mon idée, c'est les royalties, c'est les problèmes avec les maisons de disques. Pas imposer contre, mais comment tu maries les deux, enfin comment ça fonctionnerait? Ouais, c'est ça. Il faut faire comme Steve Jobs a fait quand il a créé iTunes, c'est-à-dire qu'il faut aller parler avec les maisons de disques et il faut signer avec toutes les maisons de disques. C'est le seul moyen. Que c'est le seul moyen que ça fonctionne. Donc ce serait un abonnement payant et il y aurait une partie de cet abonnement payant qui reviendrait aux maisons de disques qui pourraient redistribuer du coup aux artistes et à elles, aux maisons de disques directement. C'est le seul moyen que ça fonctionne. Si Steve Jobs l'a fait, pourquoi pas? Mais même si je pense qu'il a fait plein de trucs qui ne pourront jamais être faits, mais voilà, je pense que avec une hyper bonne approche, avec une figure d'autorité dans le domaine du business et peut-être même dans le domaine de la musique, ça pourrait fonctionner un projet comme ça. Et moi, je serais immédiatement client. Je pourrais payer plusieurs dizaines d'euros par mois pour ça, hein, parce que j'ai des artistes préférés, j'ai un gros goût pour la musique. Il y a pas mal de trucs auxquels j'ai déjà pensé avant que l'IA arrive, en me disant si ce gars avait chanté sur tel son, ou si cette chanson en duo existait, tu vois, je me suis fait plein de films comme ça. Ouais. Donc une application comme ça me ferait rêver et je pense que ça marcherait bien. Alors là pour le coup c'est de la vraie ultra disruption du marché de la musique, tu vois. Ouais. Parce que là vraiment on ultra commoditise en fait la musique, les chanteurs, etc. Donc c'est super intéressant parce que c'est forcément ce qui se profile à l'horizon. En tout cas, les gens anticipent que ça puisse arriver. C'est très clivant du coup comme sujet parce que beaucoup de gens sont contre cette idée et je comprends et respecte complètement pourquoi on serait contre cette idée. Et en même temps, beaucoup de gens sont pour parce qu'il y a un côté libération de la musique, libération de la créativité, libération du contenu, etc. Tu vois, donc moi, le seul truc que j'aurais à dire par rapport... Alors, ton idée de business, d'un point de vue strictement business, c'est évidemment du génie pur et dur. Et je pense qu'en fait, probablement des tas de gens ont pensé que ça allait arriver et que ça va arriver, je pense, dans les mois ou années à venir. Le seul truc que j'aurais à dire là-dessus, en fait, et ce qui me pose question, moi, par rapport à tout ça, c'est que on apprécie aussi beaucoup la musique parce que on a naturellement une certaine rareté dans la musique. C'est-à-dire que quand un artiste fait un nouvel album, tu l'attends pendant des années ou des mois, ou pour un nouveau single par exemple. Puis ensuite, tu as 10 chansons, tu n'en as pas 50 ou 100. Et il ne te suffit pas juste d'appuyer sur un bouton pour avoir chanson illimitée de ton artiste préféré. Et il y a un petit côté gavage doigt où je me dis en fait notre rapport à la musique va profondément changer avec ça. Et j'ai peur que ça ne change pas spécialement en bien. Et où je me dis en fait c'est trop commoditisé. On va perdre complètement la rareté qu'on a par rapport à la musique quand un artiste sort une chanson ou un album. Et du coup on va perdre un sens du sacré, je pense, par rapport à la relation qu'on a avec des artistes et avec la musique de manière générale. Qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à tout ça ? Je pense que c'est la question qui s'est posée quand les plateformes de streaming sont arrivées, quand on a commencé à produire pas mal de trucs. Non, parce que les plateformes de streaming, Netflix et tout, t'appuies pas sur un bouton pour faire des films. T'appuies pas sur un bouton pour faire des films, mais t'as accès à beaucoup plus d'un coup. Avant, il y a longtemps, il y a 50 ans, les gens allaient...
Ouais, exactement. Mais les gens allaient au cinéma avant, une fois par semaine, c'était le film de la semaine, on attendait et tout. Là, si j'ai envie de regarder des films non-stop pendant un an, débat, je peux. on pense pas à faire des débats, faudrait, mais après, faut qu'il y ait des débats en business, c'est pas évident. Oui. Il y avait peut-être un début de débat sur Dubaï, vite fait. Il y a peut-être un... Oui, bon, je crois que je prêche un convaincu, mais je vais continuer de prêcher quand même. Et moi, pour ça, je pense que ça va juste faire évoluer le rapport, mais c'est pas problématique. Il y aura des gens contre, et il y aura des gens qui vont s'adapter, il y aura des gens qui vont, par exemple, comprendre, ou en tout cas être très heureux de voir que n'importe qui peut créer des musiques en son nom. Lui va toucher des royalties, donc en plus il est payé pour ça, grâce à sa voix, qui reste quand même, du coup là, elle est unique, parce que moi je parle d'artistes qui existent, ouais, bien sûr. qui existent actuellement, et du coup ça va juste créer en fait beaucoup plus, et je pense pas du tout que ça va faire beaucoup plus de sons qui vont être géniaux. Je pense qu'on va juste devenir de plus en plus exigeant, et donc que certains sons créés par certaines personnes vont sortir du lot. Ça peut être écoutable par d'autres gens après, évidemment. Moi, si je crée un son, je peux te le faire écouter, etc. Et du coup, je pense juste qu'on va être de plus en plus attentif, de plus en plus fin sur les musiques, et qu'il y a toute une partie du paysage musical qui va sauter, tout simplement. Parce que la voix sera vraiment pas géniale, parce que quand on demandera à une IA de faire un son par rapport à ses autres textes, ce sera pas ouf non plus. Tout simplement parce que globalement, ce sera pas ouf. Et donc, si on se retrouve... Je crois pas que tu aies répondu à... Ou alors, j'ai pas suivi mon point, du coup. De dire par rapport à la rareté d'un artiste, quand il sort une chanson, un album, etc., qu'on va perdre complètement ça. Et que notre rapport à la musique va être quasiment boulimique, où ça va être un truc tellement... Enfin, aussi banal qu'une fourchette ou une cuillère, tu vois. Enfin, il y a plus je ce rapport vois ce que tu veux dire. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, certes, on a de la musique illimitée, film illimité, mais il faut le temps de les produire, ces contenus-là, et parmi la masse de contenus qu'on a, il y a des trucs qu'on adore, enfin il y a une pyramide naturelle qui se crée avec les trucs tout en haut, des trucs qu'on adore, qui nous transcendent, puis les trucs vraiment bien, puis les trucs juste bien, puis les trucs nuls, etc. Mais c'est pas bouton illimité avec ton artiste préféré. Et ça, c'est pareil pour les films, tu vois. T'appuies pas sur un bouton pour juste dire ce film-là, c'est le meilleur film du monde, refais-en moi 15 pareil. J'ai regardé John Wick 4 il y a pas longtemps, tu vois, je peux pas appuyer sur un bouton pour dire en fait à la fin, il meurt pas, spoiler. Et du coup, je veux un John Wick 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois, parce que c'est ça que tu me décris, mais avec la musique. Ouais, mais je pense que ça n'arriverait pas comme ça. Parce qu'en fait, si on faisait ça, si tu demandes un John Wick 5, 6, 7, 8, 9, etc., en fait, au bout d'un moment, il y en a juste qui sont moins bien. Et du coup, toi, tu retiendras potentiellement que le 7 qui était particulièrement génial et le 4 qui était très cool. Et du coup, il n'y aura pas cet effet boulimie parce que va y avoir des choses que tu vas juste moins retenir, qui vont être moins intéressantes. Par exemple, je vais créer un premier son le matin en allant au bureau dans le bus. Je prends pas le bus et j'ai pas de bureau, mais vous avez compris l'idée. Et il va pas être dingue. Et du coup, je vais pas avoir cet effet boulimie, je vais juste cliquer sur OK, en faire un nouveau. Et en fait, c'est exactement pour moi comme être sur une playlist qui a pas été faite par toi où tu es en aléatoire. Il y a des sons qui te plaisent pas, tu passes. Et pourtant, tu peux en écouter des milliers et des milliers et des milliers. Mais juste, il y en a qui vont être moins bien. Parce que je pense pas, encore une fois, qu'ils vont tous être géniaux. Et donc, du coup, il y a des sons moins bien, tu vas les passer. Je pense pas qu'il y ait, du coup, cet effet de boulimie. Et pour tout te dire, cette idée, elle m'est venue d'un sujet de discussion mêlé à la vidéo d'Isos. Parce que, à ce moment-là, dans sa vidéo, Isos ne parle pas du tout d'en faire un business. Juste lui, il le fait. Mais il parle pas du tout d'en faire un business et de le commoditiser. Moi, ça vient d'un sujet dans ma vie qui est que j'ai longtemps été, comme tu as décrit, c'est-à-dire à attendre l'album, à suivre toutes les interviews de mes artistes préférés, à veiller jusqu'à minuit quand ça sort le vendredi à minuit, à écouter direct, etc. Et là, ça fait 2 ou 3 bonnes années que c'est plus le cas, parce que je suis déçu de tout ce qui sort. Il n'y a que 1 ou 2 artistes que je continue d'écouter et où j'écoute tout ce qui sort, mais c'est juste... il n'y a que eux, alors qu'avant, il pouvait y en avoir une dizaine. Et du coup, globalement, le paysage musical me déçoit fortement depuis 3 ans. Je ne télécharge plus aucune musique, parce que je suis très très sélectif sur ce que je télécharge. Je télécharge que les musiques de ces 1 ou 2 artistes dont je viens de te parler. Et là, cette chanson-là, faite par IA, je l'ai téléchargée instantanément. Parce qu'elle m'a juste complètement attrapé.
Alors que je n'écoute pas Angèle, je n'écoute pas Gazo. T'as aussi l'effet de nouveauté et t'as une chanson. Parce que là, on parle d'un flow continu de contenu illimité pour un abonnement versus le fait que là, tu as eu accès à une chanson par hasard et on découvre en plus qu'on peut faire ce genre de choses et tout. Donc je pense que ton rapport n'est pas encore vraiment changé à la musique. Ça reste un truc incroyable, nouveau, différent. Mais dans le monde que tu décris avec le type de software que tu décris, notre rapport à la musique change complètement et c'est quasiment ton rapport à l'art qui est challengé. C'est à quel point l'intelligence artificielle générative devrait aller sur le terrain de l'art dans la mesure où, dans ma conception de l'utilité de l'art dans l'humanité, c'est censé être un peu cathartique et l'une des raisons de notre vie, c'est-à-dire quand on se raconte des histoires, qu'on regarde un film, qu'on va au théâtre, qu'on écoute des musiques, ça fait partie du sens de la vie à mon sens et je trouve bizarre en fait dans ma conception de la vie de vouloir disrupter ou hyper commoditiser ces sujets-là plutôt que de le laisser aux artistes davantage par rapport à utiliser l'IA dans des sujets plus fonctionnels de la vie et pas artistiques. C'est-à-dire l'IA trop bien pour disrupter tout ce que tu veux en rapport avec du business, pour améliorer la qualité de vie des gens partout dans le monde, dans l'agriculture, la santé. Dans la santé. Tous ces trucs-là, c'est trop bien. Mais en fait, à partir du moment où sans réfléchir, tu utilises l'IA pour disrupter l'art, j'ai l'impression que du coup, les gens se sont juste pas posé la question de pourquoi est-ce qu'on faisait de l'art à la base, tu vois. Et si tu disruptes l'art, tu perds une partie de l'essence de pourquoi on fait de l'art aussi, j'ai l'impression. Parce qu'à la fin, c'est juste à bouffer, quoi. Enfin, littéralement, c'est genre, on est là et on se nourrit juste par intraveineuse de... En fait, c'est que... Là, littéralement, à la fin, si on pousse le raisonnement le plus loin possible de ce que tu me dis là, demain, on pourrait se dire, j'ai d'y penser, c'est pour ça que je suis tout gesticulant, je me suis dit, tiens, c'est une bonne image. En fait, c'est comme si on disait, manger, c'est un problème, et en fait, il faudrait absolument bouffer par intraveineuse. Et avoir directement sur un bouton les meilleures sensations possibles de je mange des épinards mais j'ai l'impression de manger du Nutella, tu vois. Et non seulement j'ai cet effet-là, mais en plus j'ai pas besoin de prendre le temps de manger et j'ai l'effet juste par intraveineuse comme ça là, tu vois, je me mets une aiguille et ça va encore plus vite, ça prend 5 minutes et c'est super agréable. Et tu vois, c'est un peu la... C'est-à-dire que plus on avance et plus on perd aussi le pourquoi on fait les choses. Genre à la fin, juste manger, c'est une expérience intéressante, tu vois aussi, et c'est pas un problème à résoudre. Il y a un truc que j'ai à répondre, c'est que tout ce que tu viens de dire là pour moi, c'est un rêve. On revient sur le sujet du transhumanisme là du coup. Je nuance. C'est un rêve tant que on peut toujours se retrouver, toi et moi, un soir dans un resto et manger un excellent steak qu'on va apprécier, tu vois. Tant que ça existe toujours, si chaque repas je peux le faire en intraveineuse en l'espace d'1 minute 30, mais prenez mon argent. C'est instantané. Certes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, même moi, je suis le premier à me dire je veux gagner du temps, je veux retourner plus vite au boulot et tout. Et donc pour la musique, pour moi, c'est exactement pareil parce que les artistes, ils vont continuer à faire de la musique. Là, ton glissement, là, je me suis dit putain, là, t'as eu une opportunité. Je t'ai dit oui, c'est vrai, t'as raison. Et là, je me suis dit putain, regarde, il saute dedans et dit hop là. Du coup, les gens vont dire que j'ai raison surtout. Pas du tout. Je vois pas le rapport avec la musique. non, exactement. Je vous ai eu encore. Non, mais pour moi, pour la musique, c'est pareil. Ils vont continuer, les artistes, Gazo et Angèle vont continuer à faire des musiques. Et leurs fans seront toujours comblés, vont toujours attendre la sortie de l'album parce que c'est le vrai album, etc. Aucun intérêt si jamais on clique sur un bouton et qu'on a à illimité, tu vois, avec toutes les musiques. Mais non, parce que tu l'as dit toi-même, les gens sont friands d'humanité, d'âme, de vérité. Ouais. Moi, j'en ai rien à cirer, mais eux, ils adorent. Donc, servons aux gueux de l'âme et de la vérité et laissez-moi mon intelligence artificielle qui me satisfait dans des musiques parfaites. D'un point de vue strictement philosophique, j'adhère pas directement à ton idée. D'un point de vue juste business, l'idée est brillante. Et je suis très curieux d'avoir ça entre les mains en tant que jouet et de jouer avec, juste pour voir ce qui se passe, comment ça marche. Et j'ai envie de tester. J'ai envie de me dire, là, mon groupe préféré, je pourrais tester ce truc-là et tout. Je suis curieux de voir. Mais une fois que je l'ai et que ça marche, j'ai juste un peu peur du résultat et de mon rapport à la musique et à quel point... Ouais, je comprends. Voilà. Parce que tu sais, la musique, finalement, c'est un peu comme... je le prends un peu comme une drogue, des fois, tu vois. Enfin, quand on écoute trop, c'est fatigant, c'est lourd, ton cerveau est saturé, t'en peux plus. Et t'as l'impression que ça te vide ta jauge de dopamine pour faire d'autres trucs, tellement t'as enchaîné coup sur coup des musiques qui te transcendaient, où tu te sentais trop bien, épique et tout. Ça te fait... Je sais pas si ça te fait ça, toi, mais moi, ça peut me le faire un peu. J'ai l'impression que le bon dosage de musique tous les jours me donne de la motivation, me fait du bien. Et il peut y avoir trop de musique ou éventuellement pas assez de musique, mais voilà, il y a un peu ce rapport comme une drogue, tu vois. Alors, je vois très bien, le truc, c'est que moi, tout ça, je l'ai perdu.
Je n'ai plus ça. Je n'ai plus de musique dans mon quotidien. Je n'écoute plus de musique. Je n'ai plus d'humanité. J'ai perdu tout amour pour les gens. Non, mais c'est vrai. Pour les êtres humains. Non, mais j'ai complètement perdu ça. Ça m'embête énormément. J'écoutais énormément de musique. J'avais des dizaines de milliers de minutes dans mes rewinds de Spotify à la fin de l'année. Maintenant, je suis à peine à quelques milliers. Et c'est juste, voilà, la musique n'est plus présente dans ma vie, je suis extrêmement déçu de la musique. Je deviens l'antagoniste de l'industrie musicale, et c'est pour ça que je veux créer quelque chose qui va tous les mettre au chômage. Et non, je rigole évidemment. Et créer quelque chose qui redonne le pouvoir au peuple. Chacun puisse créer sa propre musique qui lui va, et pas cette soupe qu'on nous sert à longueur de journée. Bah écoute, en tout cas, ton idée de business est validée, et c'est évident en tout cas que c'est une bonne idée. En fait, c'est évident que, enfin, je veux dire, si ton truc existe, t'as même pas besoin de chercher de produit de market fit, ça va venir tout seul à toi. Enfin, l'idée, les gens vont sauter, le monde entier va sauter dessus et ensuite vont s'arracher dessus en se demandant si c'est bien ou pas bien. Ouais. Mais toi, pendant ce temps-là, tu feras fortune, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est une bonne idée. D'ailleurs, là, récemment, j'ai découvert un artiste que tout le monde connaît déjà, je sais, Billie Eilish, et je trouve que c'est très très bien. Fait. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de nouveaux artistes. J'adore, tu vois, tu découvres une chanson 2, 3, 4, 5 et tu te dis mais en fait j'aime bien cet artiste et tout, et des fois je le fais pas cette démarche, et régulièrement tous les quelques mois je me dis faudrait que je fasse cette démarche d'aller chercher de nouveaux artistes. C'est super agréable, t'as l'impression d'ouvrir je sais pas une porte secrète, t'es dans un long couloir, tu sais, avec les portes là tout le long, et puis tu marches et à un moment t'ouvres une porte et ce qui se passe de l'autre côté, tu vois, quand tu découvres un artiste qui te plaît, c'est magique quoi. Donc je vous recommande vraiment Billie Eilish. Non, mais je sais que je vais vous faire découvrir un artiste que vous ne connaissez pas, donc voilà. Il y a un tout nouveau sport qui a l'air vachement bien, ça s'appelle le football. Sur ce, parce que là je pense qu'il est grand temps de terminer ce podcast. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Posez vos questions. S'il n'y a pas de questions, on n'y répondra pas, hein, mais si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire sous la vidéo sur YouTube. Et puis là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine tout simplement pour 1h15, 1h30 d'épisode comme toutes les semaines. Louis, le mot de la fin ou pas de mot de la fin, et on termine là-dessus. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Alexis, c'était un plaisir. On a plein de choses qu'on aurait voulu aborder, qu'on abordera dans d'autres épisodes jusqu'à ce qu'on termine dans notre magnifique chalet au fin fond de la Scandinavie. Merci à toi Alexis, merci à tous. Ciao. Au plaisir. Ciao.